Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour la cité, bonjour la nation, bonjour la République, bonjour l'Afrique. Nous sommes jeudi, c'est le 4e jour de la semaine pour la 4e production de votre programme. Les influenceurs et les grands chroniqueurs sont en place. Bonjour Ambroise, qui est de retour sur ce plateau. Bonjour, bonjour JSK. Après un bref séjour à Boya, c'est ça? Ouais, j'étais à Boya avec le ministre du Commerce qui allait remettre la prime cacao 2017-2018 aux producteurs de ce grand bassin agricole dans le plan du cacao. Et il faut dire que ça faisait beaucoup d'années. J'ai vu un événement très festif au niveau du Boya Stadium Town. Capitale de la région du sud-ouest Cameroun, une région en proie à une crise socio-sécuritaire depuis presque 4 ans, environ, les populations n'avaient plus vécu des festivités de ce genre et la présence du ministre les a vraiment remotivés parce qu'ils ne voyaient pas les ministres défiler là-bas. C'était vraiment une fête pour célébrer le cacao. Le ministre leur a dit de retrouver le chemin du travail, du champ, parce que la région du sud-ouest est le premier bassin agricole de cacao dans notre pays. Et j'étais à Boya, je suis de retour pour prendre part à cette émission des influenceurs. Vous avez profité d'un peu de fraîcheur à Boya, au pied du Mont Cameroun. J'ai profité. Merci d'être venu. Vous avez goûté un peu de Timbanamboussa là-bas? Oui, vous me l'avez proposé, mais je n'ai pas eu l'occasion, mais j'ai mangé du bon héros. Et j'ai compris qu'il y avait une différence entre le héros qui est fait ici et le héros qui est fait là-bas. Le héros de Boya est original et on le mange avec le gari, soit il est jaune, soit il est blanc. Voilà. Encore, soit le gari, soit le watafoufou. Soit le watafoufou. Voilà, le watafoufou, c'est toujours fait à base de manioc. N'est-ce pas? Le gari, c'est autre chose. Donc, il y a le gari jaune et le gari blanc, bien sûr. Mais je dois vous dire, cher ami, que le héros n'est pas le mets de Boya, c'est pas le mets traditionnel de Boya. Là-bas, c'est Timbanamboussa. Le héros, c'est de la région du sud-ouest, bien entendu, mais c'est beaucoup plus dans la localité de Manfé. Ce sont les Banyangé, voilà, qui mangent le héros. Mais à Boya, il y a le Timbanamboussa. Ça fait sourire Audrey Ngopom. Bonjour Audrey. Bonjour JSK, bonjour aux hommes blancs. Bonjour à Ambroise, bonjour à nos millions de téléspectateurs, ceux qui sont toujours heureux de nous retrouver. Je n'oublie pas nos followers sur Facebook qui sont toujours connectés lorsqu'il est 10 h sur la page BNews One. C'est aussi l'occasion de vous dire que vous pouvez désormais avoir BNews One sur votre smartphone parce que l'application elle est désormais disponible. Vous allez sur Play Store, vous téléchargez BNews One. Ça vous allez nous suivre partout où vous serez. C'est une très bonne nouvelle. On pourra nous suivre même à Esseux, dans le village du Zomlo. On va dire, n'est-ce pas, merci à la direction générale de BNews One qui tous les jours se déploie pour que les téléspectateurs, nos fidèles, puissent avoir accès à ces merveilleux programmes, ces grandes productions de votre chaîne, le Tam-Tam du continent BNews One, émettant depuis Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. L'international est en place comme tous les jours. C'est le plus fidèle, il faut le dire. Le plus fidèle, le moins absentéiste de ce programme. Et je vous tire mon chapeau, cher monsieur. Bonjour. Bonjour JSK, merci pour votre bienveillante attention. Bonjour à nos milliards de téléspectateurs à travers l'Afrique, que ce soit ceux qui sont vivants de ce côté ou alors ceux qui sont vivants de l'autre côté. Bonjour à vous tous. Bonjour au digne fils de Mona Télé qui a été reçu dans les meilleures conditions à Boya et il a pu confirmer effectivement que le Cameroun c'est une terre bénite. Il était sur le char des dieux. Oui, il était sur le char des dieux, il allait faire un tour. Bonjour à l'époustouflante Audrey ce matin vêtue de jaune marguerite. Je crois que elle est sublime plus que jamais. Un bonjour particulier à Kassim, le très grand influenceur, et Ahmed Mbala, le sultan. Oui, le plus influent de tous les influenceurs. Et une fois que je l'ai dit, chers téléspectateurs, je me trouve dans l'obligation de vous faire le compte rendu de la réunion des colibris ce matin. Tous les oiseaux ont tenu donc une réunion ce matin à travers l'Afrique. Et les résolutions de cette réunion, c'est que de temps en temps dans la journée, mimez une chanson, chantez quelque chose qui vous plaît, ça va vous détendre et ça va vous permettre de vous connecter à la bonne humeur. Voilà, les oiseaux vous envoient leur secret du bonheur. De temps en temps,
oubliez vos Merci soucis, beaucoup. chantez et tout ira bien. Merci François. Vous pouvez nous indiquer une chanson, par exemple, qu'on pourrait chanter? Oui, il y a beaucoup de chansons. Moi, Maintenant, pour là, la bonne maintenant, humeur. mais pourquoi Vous avez une pas? inspiration? Oui. Alors, allez-y. En quelle langue déjà? Naturellement, dans la langue du Zomlois, vous aurez chanté. Bon, d'accord, allez-y, on va suivre pour la bonne humeur. Allez-y, on va très rapidement, oui. Yongo dinga moro bero wenne mane yomnenya bero wenne me yongo dinga moro bero wenne mane yomne mufulume. Voilà, vous voyez bien que... Merci François, merci pour la bonne humeur. Eh bien, il faut chanter de temps en temps, c'est le message qu'on peut retenir. Donc, il faut chanter de temps en temps. Non seulement chanter, ça dégage les cordes vocales, mais aussi ça détend, ça déstresse, ça vous met dans la bonne humeur. C'est le message de l'International François Besseux. On vous signale que notre invité aujourd'hui se nomme François Bocquet, les journalistes, directeur de publication de Diapason, un spécialiste des affaires sous-régionales d'Afrique centrale. Il était à N'Djamena pour la couverture des élections présidentielles là-bas et de retour. Il va partager avec nous son expérience. On espère pouvoir l'avoir dans un tout petit instant. De toutes les façons, François Bocquet sera avec nous, madame, monsieur, pour ce programme qui va se dérouler comme d'habitude sur 4 grands moments. Vous aurez les cartons du jour, et puis la revue des unes des journaux, ensuite le Djapap, l'histoire du jour et le focus. Et nous parlons toujours dans le focus du Tchad. L'avenir de ce pays sans Idriss Déby Itno, l'avenir du Tchad et bien sûr de la sous-région d'Afrique centrale. On en parle dans le focus en dernière partie de ce programme. Merci d'être là. On ouvre les cartons dans un instant. Eh bien, c'est le temps des cartons, pour ne pas dire le temps de l'arbitrage. Hein. D'accord. Et les arbitres, c'est les chroniqueurs, les grands chroniqueurs ici présents, qui vont donc sanctionner, comme d'habitude, soit une action publique, soit un acteur public, soit une situation donnée par une sanction favorable ou défavorable, favorable pour un vert, défavorable peut-être pour un carton jaune ou un carton rouge. Je vais me retourner à ma gauche, puisqu'elle revient des monts. Du Mont Cameroun, du Char des Dieux, eh bien, on lui donne la parole. Ambroise Awono pour votre carton. Mon carton, il est rouge. Il s'adresse aux enseignants qui, une fois affectés dans une localité, préfèrent fuir ces localités-là pour venir travailler en ville. Même, c'est-à-dire, s'il est affecté dans mon village et comme à mon atelier, il va fuir parce qu'il estime que ce n'est pas son lieu d'affectation. Il va rester à Yaoundé. Oui, il estime que la localité ne lui plaît pas. Il estime que la localité ne lui plaît pas. Voilà. Ce n'est pas de son goût. Tout à fait. Conséquence, l'éducation est foulée au sol de ce côté-là. Et lorsque les autorités administratives essayent de jouer leur rôle, je parle bien des vraies autorités administratives, mon carton rouge est en guise aussi comment je peux dire, je veux manifester ici un mécontentement à l'endroit également de ceux qui veulent exciter ou alors inciter les autorités administratives contre les ministres de la République. Messieurs, ce n'est pas votre rôle. Le préfet estime que son unité administrative a des problèmes dans le cadre de l'éducation et décide de redéployer comme il peut pour sauver. C'est ce que les uns et les autres appellent des mesures palliatives. Le préfet ne prend pas sur lui d'affecter les enseignants. Les enseignants ont été affectés de manière provisoire dans certaines localités très reculées parce que les enseignants ont refusé d'aller enseigner dans ces localités. Et lorsque le ministre des enseignements secondaires décide de surseoir les affectations du préfet, qui est de son droit, de surseoir ces affectations-là, vous pensez qu'il y a un conflit entre le préfet et le ministre des enseignements secondaires. Ça, c'est une histoire vraie
tout en donnant un carton rouge aux enseignants qui fuient des localités reculées pour venir en ville parce qu'ils estiment que les localités ne leur plaisent pas, les localités ne sont pas à leur goût. Mon carton... vous avez un carton très complexe, il faut peut-être qu'on reprécise les choses pour être très clair. Très bien. Alors, le carton s'adresse à qui exactement? Quelle est la situation que vous connaissez, que vous semblez mieux connaître que nous? Il y a d'abord cette situation, déjà qui est un fait. Oui. Le préfet du département de la Léquier, au regard du rapport qui lui a été fait par le délégué départemental des enseignements secondaires de ce département, il y a un manque criard des enseignants dans des zones reculées du département de la Léquier et les parents ne savent plus à quel sens se vouer. Les enfants partent à l'école mais ne bénéficient pas de cours. Conséquence, parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Oui. Le préfet, dans son unité administrative, a demandé au délégué départemental de lui donner la liste des enseignants qui sont des réservistes, il a pris sur lui d'envoyer à titre provisoire pour régler un problème, mais les rapports qui ont été faits au ministre des enseignements secondaires, ce sont que le préfet a pris sur lui d'affecter les enseignants dans des zones reculées, ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et il y a certaines personnes tapées dans l'ombre qui veulent créer un conflit entre madame le ministre des enseignements secondaires et le préfet du département de la Léquier. Maintenant, mon carton rouge est adressé à ces enseignants-là parce que si ces enseignants étaient dans leur poste de travail, on ne devait pas se retrouver avec cette cacophonie que nous sommes en train de vivre entre deux pontes du régime. Merci beaucoup. Les enseignants qui abandonnent leur poste de travail, c'est monnaie courante dans notre pays. Ce n'est pas que les fonctionnaires, les enseignants d'ailleurs. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui parfois préfèrent ne pas aller dans le lieu où ils sont affectés pour l'exercice de leurs fonctions. C'est une situation à décrier et à condamner au Dengopom. Oui, Jessica, je pense que ce n'est pas la première fois qu'on aborde ce sujet ici. Tout à fait. Vous savez, il y a des métiers qui sont considérés comme des sacerdoces. L'enseignement en fait partie. Lorsqu'on accepte d'être enseignant, on se sacrifie pour la nation. Ça fait mal de savoir que des gens sont affectés quelque part où ils devraient exercer, mais choisissent d'aller plutôt, de se rapprocher des villes. C'est pour que les enfants qui restent dans ces villages, qu'ils fassent comment? Ayez un peu d'humanisme, ayez un peu de compassion. Parce que, vous savez, on n'ajoute pas la terre sur la montagne, il faut le dire ainsi. Lorsque vous partez dans des villes, forcément, il y a des enseignants. En ville, on ne se plaint pas de ce phénomène-là. C'est pour dire que vous venez faire le remplissage là, vous allez trouver dans un lycée à Yaoundé, il y a des enseignants qui n'arrivent même pas à exercer parce qu'il n'y a pas de salle de classe à leur disposition. Par contre, des villages, des lycées dans des villages, dans des localités reculées sont vides. Ce n'est pas bien. Et c'est justement parce qu'il n'y a pas un contrôle systématique. Il y a des gens qui s'affectent eux-mêmes, c'est-à-dire vous les retrouvez, ils font partie des effectifs d'un lycée, et par contre, ils ne sont pas affectés dans ces lycées-là. Et on laisse ça passer parce que, en fait, il n'y a pas de suivi. Lorsqu'on vous envoie travailler quelque part, prenez fonction. Peut-être après, faites des démarches pour quitter de cette localité-là. Faites une requête. Faites une requête. Qui va suivre son cours. Vous ne pouvez pas prendre sur vous de vous affecter vous-même ailleurs. Et voilà ce que ça crée, je ne sais pas, c'est même pas un conflit déjà. C'est la presse, je ne sais pas pourquoi Ambroise n'a pas voulu le dire, c'est la presse qui veut encenser cela, comme quoi il y a, je ne sais pas, un rapport de force entre le préfet et madame la ministre. Non, non et non. Il ne s'agit pas de cela. Le préfet, je ne sais pas s'il était dans ses droits. Je ne sais pas ce que le préfet peut le faire ou... Le préfet, sans être l'avocat du préfet, le préfet gère des mesures, prend des décisions palliatives. C'est-à-dire que si, je prends un cas, s'il y a un sous-préfet dans un arrondissement qui est peut-être décédé,
et que l'arrondissement ne peut pas rester sans autorité administrative tout de même, parce que ce sont les forces, c'est le maintien de l'ordre. Le préfet peut prendre celui d'envoyer soit un premier adjoint préfectoral ou un deuxième adjoint préfectoral pour gérer les affaires courantes. Et que, parce que c'est le territoire. C'est l'aménagement du territoire. Mais dans le cas précis, il faut que ce soit clair que le préfet n'a pas affecté les enseignants. Il n'a pas affecté les enseignants. Il n'a pas affecté les enseignants. Il n'a pas procédé à une affectation d'enseignants. Le préfet va peut-être voulu prendre des mesures, attirer l'attention du ministère de l'enseignement secondaire. Il n'y a pas raison. Il n'y a pas de problème en fait. Justement, il n'y a pas raison de créer une polémique. Le seul problème reste l'absence des enseignants à leur poste. Je ne comprends pas pourquoi ces journalistes ne fustigent pas déjà le fait que ces enseignants abandonnent leur poste, mais ils s'accrochent sur des futilités, ce qui n'a vraiment pas lieu d'être confié entre le ministre et le préfet. Non. Chers enseignants, sincèrement, vous-même pour la majorité, vous n'avez pas fréquenté dans des grandes villes. Si à votre tour, ces enseignants aussi prenaient les mêmes décisions que vous êtes en train de prendre maintenant, qu'est-ce que vous serez? Est-ce que vous serez entré à l'école normale supérieure? Non, parce que vous n'aurez pas eu l'éducation requise. S'il vous plaît, pensez à ces enfants-là avant de penser à vous. Il y a des requêtes, vous pouvez le faire après. Donc le carton rouge d'Ambroise, vraiment, je le partage. Et c'est déplorable d'être encore dans cette situation-là au Cameroun. On ne devrait plus. L'enseignement, c'est un sacerdoce. Et puis Audrey, c'est plutôt très excitant que d'aller enseigner dans l'arrière-pays, hein, c'est-à-dire d'apporter de la connaissance dans l'arrière-pays. Moi, je trouve, hein, c'est excitant. Vous vivez dans la nature, comme François aime bien le dire. Vous vivez dans la fraîcheur de la culture africaine. Moi, je comprends très mal comment est-ce que les gens... Quelqu'un est né à Esseux, il a fréquenté à l'école maternelle primaire d'Esseux, hein, il a fait le lycée à Esseux, et puis il a la chance d'avoir l'école normale. Il va à Yaoundé, on le renvoie à Esseux, par exemple, pour qu'il aille enseigner là-bas, ou bien dans un village qui est peut-être proche en termes de caractéristiques, qui est peut-être proche d'Esseux, et il ne trouve pas le plaisir de rentrer enseigner au village. Lui qui a peut-être... Non, bon, la plupart de ces gens-là, en réalité, ce sont des gens qui connaissent très bien le village, mais pourquoi n'y vont-ils pas alors qu'ils sont salariés, ils ont des moyens de leur fonction? Est-ce qu'on peut comprendre ça, François Monsieur? JSK, je respecte dans ma vie 3 personnes. La première, c'est celle qui m'a créé, c'est-à-dire le Tout-Puissant, Dieu. La deuxième, c'est les enseignants. Peut-être parce que mon père était instituteur, je ne sais pas. Mais parfois, quand je reste chez moi, je me dis, qu'est-ce que je serais devenu sans M. Nana Etienne à l'école primaire, sans M. Ebogo? Qu'est-ce que je serais devenu sans M. Fouda au lycée d'Esseux, sans le professeur Ombiono, sans tous ces professeurs qui nous ont tenus? Je vous assure, j'aime pas le dire, mais mon père est décédé, j'avais 14 ans. Et les gens qui m'ont tenu par la main, c'était mes profs. J'étais en classe de première, j'allais faire philosophie en classe de terminale. Et aujourd'hui, je dis, j'ai un respect immense pour les enseignants parce que parfois je reste et je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que je serais devenu sans mes enseignants? Et aujourd'hui, je dis, il n'y a personne, c'est-à-dire qui est placé au-dessus de ceux qui m'ont enseigné. Et je peux vous garantir que c'est des gens qui ont créé en moi quelque chose de particulier et qui fait en sorte que parfois quand les jeunes me rencontrent dans le cadre de nos activités, ils me disent je vais être comme vous. Je dis je ne sais pas si vous le pourriez parce que j'ai eu des enseignants spéciaux, des enseignants à part, des gens qui se souciaient de fabriquer des hommes. Et donc je dis, comment on peut comprendre que des jeunes partent du Canada, que des jeunes partent des États-Unis, des pays lointains, comme volontaires, comme bénévoles, pour venir faire chez nous le service social et ils se retrouvent dans nos villages, pour vivre dans les conditions de nos villages. Est-ce que vous pouvez imaginer jusqu'à quel degré on a déraciné l'Africain? Quand un enseignant n'est pas capable d'apprécier l'arrière-pays, qui représente le socle et le symbole même de notre richesse,
Quand on sait que tout ce que nous avons en ville vient du village, quand on mesure les kilomètres que les gens doivent parcourir des villages pour venir livrer la nourriture à Yaoundé, est-ce que même par générosité, pour ces gens-là, pour ces parents-là qui font des champs, qui bravent les routes compliquées, qui bravent les saisons pour venir à Yaoundé vendre de la nourriture à vil prix, est-ce qu'on n'est pas en capacité de leur exprimer de la générosité au-delà du fait que l'État nous paye déjà en rentrant aussi dans leur village à apporter la lumière à leurs enfants? Comment les gens veulent devenir prospères s'ils ne sont pas en capacité de comprendre que c'est en apportant aux autres, peu importe où ils se trouvent, ce dont on dispose, qu'on construit soi-même sa propre prospérité. C'est ça la question fondamentale. Étant donné que lorsqu'on a beaucoup reçu, on a également beaucoup à donner. On a beaucoup à donner. Quand on a beaucoup vu, on a beaucoup à exactement. montrer. Donc, je pense exactement que ce canton Rouge a toute sa place aujourd'hui. Le Cameroun souffre de ça. Vous pouvez regarder des vidéos qui circulent dans nos téléphones, sur les réseaux sociaux, qui montrent des écoles au nord, l'extrême nord du Cameroun, sans enseignants. Des écoles où toute une école est gérée par une seule personne qui est en même temps la directrice, qui est en même temps qui est en même temps la directrice et qui gère toutes les salles de classe. Donc, ce sont même les avantages qui sont offerts dans les villages. Parce que vous allez toujours vous rendre compte qu'on donne la maison gratuitement. On donne même parfois. C'est pour ça que on donne tout gratuitement. Oui, l'ambulancier de Bafia, lui, au lieu d'aller faire, le directeur de Bafia, au lieu d'aller faire la médecine, d'aller soigner les gens, est arrivé à Bafia, il a vu un paradis, il a même oublié ce qu'il est venu faire. Donc je dis, le pire, il a commencé à se servir des ambulances pour aller récolter le maïs. Notre société vient effectivement de ce qu'il y a eu des entrées par effraction dans le corps des enseignants. Dans plusieurs corps de métier d'ailleurs. Oui, dans plusieurs corps, en particulier les enseignants qui ont la responsabilité de bâtir. Parce que le projet même de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 demande en premier la ressource humaine. Et la personne qui est spécialisée pour fabriquer la ressource humaine, c'est l'enseignant. Merci François. Les enseignants qui prennent des rappels et partent en Europe. Merci François. Il y a même il en est des enseignants comme des autres fonctionnaires, comme je l'ai dit, des médecins qui sont affectés dans l'arrière-pays, mais qui au lieu d'y aller peuvent faire ouvrir leur clinique à Yaoundé parce que cela semble plus rentable. Donc, ce qui est déplorable, c'est que ces mêmes enseignants, s'ils occupaient un poste dans des ONG où ils avaient un salaire de 750 000 et qu'ils partaient dans des zones plus reculés que là où ils sont. Non, ils iraient très rapidement. Non, c'est tranquille. Bien sûr. Vous allez trouver ça. Peut-être dans le problème, peut-être vous nous dire que le problème est pécunier, c'est ça? Sûrement. Merci pour ce premier carton, Ambroise Arono. Vous revenez très inspiré de Boya. Alors, Audrey Ngopom, vous avez la parole. Oui, mon carton, il est rouge. Nuisances sonores dans des quartiers résidentiels. Il y a des quartiers où les gens n'ont pas le droit d'avoir des débits de boissons, des points de rencontre avec trop de bruit, là c'est interdit. Déjà, on vous permet de le faire, mais vous en abusez. Il y a des quartiers où les gens n'arrivent pas à dormir dans la nuit parce que 24 heures sur 24, il y a de l'ambiance, de la musique, des gens qui crient. Ce n'est pas normal. Il y a des gens qui travaillent en longueur de journée qui ne demandent qu'à se reposer lorsqu'ils rentrent chez eux. On ne vous défend pas d'avoir vos espaces commerciaux, mais pensez aux personnes qui résident dans ces quartiers-là. Il y a des zones où vous n'avez pas à vous plaindre. Essos, Vogada. Vraiment, là-bas, lorsqu'il n'y a pas de bruit, je pense qu'on se plaint. On se demande qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a la guerre? Est-ce qu'il y a quoi? Là-bas, il n'y a pas de souci. Mais il y a des quartiers où vous devez penser aux populations. Donc vous me dites qu'à Essos, on peut faire le bruit? Bien sûr.
Oui, les populations là-bas ont droit. Mais attendez, Ils ont droit des vu que ce sont les gens du quartier qui sont même actionnaires dans les coins des débits de boissons, non, forcément, ça doit tourner. Les populations des sauces nous regardent. Non, sincèrement. Il y a des... Voilà un habitant des sauces qui vous regarde. Il y a des quartiers réputés pour cela. Ils ont droit au débris, ils ont droit à la saleté, ils ont droit à la saleté sonore. Lui, il y a la ils ont rue de droit à la la joie. pollution sonore, mais vos quartiers à vous n'ont pas de droit. Oui, sincèrement, il y a des quartiers où il faut respecter la tranquillité des gens. Oja, Koweït City, Santa Barbara. Là-bas, vous Il y a n'avez pas des de droit à la quartiers- pollution. Mais les il y a- bimboman, Non. les sauces, les mokolos, Vous savez, il y a les quartiers difficiles de la capitale où il y a certaines choses, ça ne dérange qui personne. s'accommodent bien des bruits, ils s'accommodent bien de la saleté, ils s'accommodent bien de la pollution, quoi. Ils sont habitués. Mais Voilà. maintenant, Poursuivez votre... il y a des quartiers où il faut vraiment éviter de le faire, sincèrement. Il y a des quartiers où il faut éviter de le faire. Il y a des vieilles personnes. Et ils ne tiennent même pas compte d'état de santé des voisins. Moi, je connais un monsieur qui a eu un AVC, il avait besoin de repos. À côté de sa maison, il y avait un bar qui ne devait même pas déjà être là. Et la personne qui gère le bar vous dit que il doit vendre. Donc, la vie humaine n'est pas importante. Ce qui est important, c'est le revenu, c'est le gain. Arrêtez de le faire. Et là, vous me rappelez, Et- merci pour ce carton. Oui, on a compris, c'est... JSK, vous avez dit la tout à l'heure pollution qu'on ne sonore. s'indigne pas. Je pense que ceux qui traversent des moments difficiles actuellement, suite à ces bruits-là, apprenez à vous plaindre. Allez voir les maires. Leur expliquer que vous n'arrivez plus à dormir. Mais si vous pouvez même porter plainte, hein. Bon, on retient là, sur la pollution, Oui. ceux qui polluent l'environnement, la Nuisance pollution sonore. sonore, n'est-ce pas? Et je crois que c'est même condamné par la loi du Cameroun. Et La loi du 5 août on 1996. peut même vous porter plainte pour nuisance sonore et vous condamner. Donc c'est important. Que vous soyez au quartier Bastos ou au quartier Essos, que vous soyez à Etambafia ou à Santa Barbara, que vous soyez à Oja ou à Tinga, si vous êtes auteur d'une pollution sonore ou bien d'une nuisance sonore, vous êtes passible de sanction selon la loi camerounaise. Donc, au Dengopom, on retient la nuisance sonore et on oublie les quartiers. On oublie les quartiers que vous avez Il y a des cités. espaces Bon, je vois que vous voulez dire des espaces commerciaux et je vais vous dire, en réalité, dans des pays plus organisés, dans des villes plus organisées, il y a des espaces pour ce type d'activité. Il y a des espaces même pour les églises. Il y a des espaces pour l'administration. Hein? Il y a des espaces, tout est organisé. Si vous allez vous voulez l'ambiance, il y a un quartier pour ça, il y a un endroit pour ça, où tout le monde va pour s'amuser, les bars sont alignés, les snacks sont alignés, les boîtes de nuit sont alignées, ainsi de suite. Ça devrait en principe être comme ça, Ambroise ou non? Ça devrait en principe être comme ça, mais sauf que c'est pas comme ça. Nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Oui, il ne faut pas que, quand Ogré dit que les gars devaient aller se plaindre à la mairie, c'est bien de se plaindre à la mairie. Et François va lui dire que si le bar appartient même au maire, donc comment est-ce qu'on ne va pas trouver une solution? Mais je veux rassurer Ogré que la loi, la législation camerounaise a prévu tout. La loi du 5 août, je le disais, de 1996 à son alinéa 1, dit que toute émission de bruit pouvant nuire au bruit est passible d'amendement. Vous êtes sommé, soit vous êtes condamné, je ne sais pas. Bon, mais sauf qu'aujourd'hui, on a constaté que... Il n'y a pas que des bruits de bar, alors. Il y a pas Toutes sortes de bruits. toutes sortes de bruits. Si vous priez fort, Si vous priez fort, vous chantez les louanges, oui, et que ça peut nuire aux voisins, vous êtes passible de sanctions, soit des sanctions, ça évolue. Bon, maintenant, sauf qu'aujourd'hui, on a constaté que même cette loi est foulée aux pieds, les uns et les autres, ça devient le libertinage. Pourtant, les gens devaient connaître que où la liberté des uns s'arrête, c'est par là où commence celle des autres. Et vous allez voir, dans des quartiers, je ne vais pas faire comment je veux dire, l'esthétique des deux classes sociales ici, comme elle faisait, elle a dit les quartiers résidentiels, les quartiers. Non, quand on parle de nuisances sonores, on parle de nuisances sonores dans tous les quartiers. Les gens dérangent dans des quartiers avec cette affaire de bruit. On peut appeler ça ainsi des bruits. Lorsqu'on va même voir le chef
d'un quartier X, il vous dit qu'il n'a pas il ne sait quoi faire. Comment est-ce qu'il va faire pour régler ce problème? Lorsqu'il va même voir le tenancier, soit du bar ou du snack bar ou de la discothèque, le gars va lui dire qu'il est libre de faire ce qu'il veut chez lui. Et je pense que tout ça rentre dans ce que je vais appeler l'ignorance. Et ce que Audrey Ngopom a soulevé tout à l'heure, qui nous a fait rire, n'est pas du tout anodin. Ça relève quand même. C'est quelque chose qui est caractéristique de la pensée de certains, Oui. n'est-ce pas, même des gouvernants, qui peuvent tolérer une situation à gauche et ne pas la tolérer à droite. C'est-à-dire qu'on ne tolérerait difficilement qu'un bar fasse des bruits à côté d'un général dans un quartier, mais on ne tolérerait pas, je veux dire, on ne tolérerait jamais qu'un bar fasse du bruit dans le voisinage d'un colonel, d'un général d'armée ou bien d'un ministre. Mais on tolérerait que ce bar fasse du bruit dans l'environnement d'un paysan ou bien d'un commerçant, d'un vendeur de chaussettes au marché Mokolo. Non, il faut être honnête. Il y a une gestion de deux poids, deux mesures. Il faut être honnête. Et ce que vous avez dit, vous avez trahi en fait une pensée, une situation réelle en réalité. Parce que c'est ça le problème. Et si ça se passe ainsi à Essos, ou bien à Mokolo, c'est bien parce que les autorités estiment que les populations là-bas, bon, sont négligeables. Ils peuvent être soumis à tout et tout et tout. Et ça ne se passerait jamais ainsi à Bastos ou bien à Bonadjo. Parce que là-bas, très rapidement, on fermera le bar. Sans aucune forme de procédure d'ailleurs. Il y a assez de snack bars, boîtes de nuit, de trucs comme ça à Bastos. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'ils ont pris des dispositions afin que ces bruits ne nuisent pas. Il y a une manière de construire son snack. Il y a des choses qu'on met. Parce que là-bas, les autorités sont exigeantes. Les mêmes autorités ne sont pas exigeantes quand vous voulez construire un bar à Essos. C'est ça que je parle. Là-bas, si vous voulez construire à Bonanjo, rassurez-vous, on viendra très rapidement vérifier si vous avez insonorisé les murs. Mais si vous voulez construire le même bar à Essos ou bien à Etambafia, on se fout de ce que vous avez pris des mesures ou pas. Ouais, c'est de ça que je parle. Et vous avez trahi cela dans votre ironie. Et puis c'est tant mieux, c'est la réalité, n'est-ce pas, François? Oui, mais c'est la réalité. C'est exactement ça. C'est-à-dire que à Bastos, c'est tout à fait logique que tous les espaces commerciaux de cette nature sont insonorisés. Et naturellement, si vous devez... Et c'est pour ça que c'est même camerounais. On va vous dire que le chien du président de la République est le président de tous les chiens. Donc vous comprendrez aussi que quand vous êtes promoteur de ce type d'établissement à Bastos, vous êtes supposé être un intellectuel. C'est-à-dire qui connaît la loi et qui connaît les dispositions à prendre pour ne pas déranger. Oui. Et c'est pour ça que d'un bar à un autre, vous ne pouvez pas savoir quelle est la musique qui chante là-bas, oui. Parce que toutes les mesures sont prises. Oui, toutes les mesures sont prises. Et c'est ça aussi le système en Occident. Vous passez en route, vous ne savez pas qu'il y a, c'est-à-dire un bistrot, quelque chose qui fait du bruit là, et pourtant vous passez par la porte de cet établissement-là. Or, si vous entrez à l'intérieur, insonorisé, climatisé, vous comprendrez, c'est-à-dire que vous serez agressé par le son qu'il y a là-bas. Donc, ce que vous dites est tout à fait vrai, JSK. Vous verrez que si dans un quartier, fût-il même nouveau, un ministre va construire une maison, vous verrez que dans ce quartier-là, il y aura très vite le goudron. C'est-à-dire que vous aurez une route bitumée. Et regardez même à Yaoundé. Parfois, les gens sont arrivés à prier qu'une autorité vienne résider dans leur quartier, ou bien que cette autorité ait une maîtresse dans le quartier. Ça fera en sorte que lorsqu'il veut venir rendre visite... Si la femme d'un ministre, suivez mon regard, vient s'installer quelque part dans un sous-quartier à Essos, vous êtes sûr que dans les jours à venir... Vous verrez même que... Vous allez voir des engins. Moi, je me rappelle un quartier comme c'est la Belle-Mère
le quartier Belle-Mer. Oui, il y a un quartier Belle-Mer à Kondengi. Oui, à Kondengi. Vous allez vous rendre compte que la route était aménagée à un certain moment et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous prendrez la route... Belle-Mer n'y est plus. Oui, vous prendrez la route de Emombo. Est-ce que vous savez qu'on a bitumé cette route-là un soir? C'est-à-dire que de 18h à 6h, la route était déjà bitumée parce qu'il y a la fille d'un président étranger qui devait passer par là. Et en en une fraction de temps, vous aviez déjà... Vous savez que vous rentriez du village, vous étiez surpris de rouler sur du bitume, alors que quand vous êtes parti le matin, c'est-à-dire que c'était autre chose. Donc, JSK, effectivement, Audrey n'a pas tort. Il y a des quartiers, selon certains milieux, où on a décidé que tout peut avoir lieu. Et il y a des quartiers où on a décidé que, bon, ok, ici, tout doit être respecté. Merci. Donc, François, vous gardez la parole pour votre carton. Oui, mon carton, c'est toujours dans le... Moi, je ne cesserai jamais de vous rappeler que les conditions de votre prospérité, conformément à ce que nous enseignent les ancêtres, les conditions de votre prospérité dépendront toujours de l'importance que vous accordez à la vie des autres. Vraiment, je ne sais pas, vous ne pourrez jamais réussir dans la vie si votre considération vis-à-vis des autres ne change pas. C'est vrai qu'à l'école, on nous enseigne qu'il y a je, il y a tu, il y a nous, mais à la vérité, il n'y a qu'un seul pronom personnel qui existe, c'est je. Donc, quand vous faites quelque chose à quelqu'un, en croyant que vous faites quelque chose à tu, vous faites cette chose-là à vous-même, parce que c'est le je seul qui existe. De la même façon, vous dites je, de la même façon, l'autre dit je, de la même façon, l'autre dit je. Donc, le je est ce qui existe de façon unique. Je ne comprends pas quelle est l'intelligence que les Camerounais ont à faire de la contrefaçon, alors que la même énergie, les mêmes moyens qu'on utilise pour faire la contrefaçon représentent les mêmes moyens qu'on pourrait utiliser pour faire quelque chose de bien. Quelle est cette propension que vous avez régulièrement à mettre toutes les ressources nécessaires pour faire mal une chose, alors que c'est les mêmes ressources, ou parfois moins, qui sont exigées pour faire bien. Vous verrez, vous marchez en route, quelqu'un vous dit qu'il y a des Maltas qui sont, je ne sais pas, en solde. Vous croyez que c'est vraiment des produits Malta Guinée sans publicité aucune pour une structure, alors que les gars ont installé un laboratoire dans un quartier où ils mélangent un ensemble de produits. Et on se demande, mais quel argent, vous-même regardez les citernes dans lesquelles on prépare et on fabrique un certain nombre de choses qu'on va donner aux populations. Et c'est pour ça que je vous dis, Dieu vit en Afrique. Parce que les conditions dans lesquelles certaines personnes exposent d'autres sont de telle sorte que vous vous demandez comment est-ce qu'on a fait pour arriver à un si grand niveau de malhonnêteté, à un si grand niveau de dépravation, comment on a fait pour ne pas être capable de respecter la vie des autres. Comment vous avez même la garantie que ce produit, quand vous mettez ce type de produit sur le marché, ce n'est pas votre propre enfant qui, en rentrant de l'école, va en acheter, ou l'enfant de votre beau-père, ou je ne sais pas, de votre belle-mère. Donc, je redis encore, les conditions de la prospérité ou les conditions du succès dans la vie sont simples. Vous respectez la vie des autres, la vie elle-même va se charger de vous rendre prospère. Mais si vous méprisez la vie d'autrui, si vous mettez en danger la vie d'autrui, si vous agissez en âme et conscience pour mettre les autres en difficulté, sachez que d'une manière ou d'une autre, non seulement vous n'en profiterez pas, mais ceux après vous aussi continueront dans la même lancée de la malédiction que vous prendrez. Merci beaucoup. Carton rouge à tous ceux qui sont dans la contrefaçon et qui exposent au jour le jour la vie de nombreux citoyens. Carton rouge, vous avez vu des images, Ambroise Arono, des images vraiment choquantes quand on voit dans quelles conditions on peut composer des substances qu'on va mettre sur le marché pour une consommation de masse. Alors, on se demande bien comment faire pour éviter ce type de piège. Tout en félicitant le chef de la division, la brigade,
de contrôle et de répression du ministère du Commerce qui avait un travail formidable. Grâce à cette dame, on n'aurait pas ces images qui pilulent déjà sur les réseaux sociaux et partout. Vous voulez dire sans elle? Sans elle. Elle avait un travail formidable. Action. Et c'est son action qui aura permis qu'on mette la main sur ces comptes. Ça a ouvert les yeux à tout le monde. Voilà, et puis les gens ont commencé à détecter qu'il y avait autour d'eux des usines, des maisons de fabrication. Il n'y a pas seulement ça. Il n'y a pas seulement ça. On trouve un peu de partout, dans le cosmétique, dans des boissons, comme il parlait de Malta tout à l'heure sans publicité. Le monde s'effondre. J'aime un Frodo en regardant ces images où aucune hygiène n'est pratiquée. Tu vois... C'est sans commentaire. C'est vraiment sans commentaire. Le monde s'effondre, le monde s'effondre. C'est Chinua Achebe qui l'avait dit. Things Fall Apart, c'est cet ouvrage, Audrey Gopom. J'aime pas aborder certains sujets parce que je ne sais même pas quoi dire, je ne sais pas où commencer. Est-ce qu'il s'agit des humains? Est-ce qu'il s'agit des personnes qui ont déjà une conscience? Vous savez, le monde est petit comme on dit souvent. Vous pouvez vous dire que les membres de votre famille, vous-même, vous êtes déjà à l'abri de certaines choses. Mais non, la force de la nature va faire que vous ou alors quelqu'un de proche va consommer cette boisson-là. On ne blague pas avec la santé des gens. On ne sait pas déjà quels sont les produits utilisés pour fabriquer cela. On ne sait, les conditions d'hygiène ne sont pas déjà respectées. Vous n'avez pas de licence de fabrication. En fait, je me demande même, est-ce que ce sont même ces personnes le problème? Je pense qu'à ce niveau, c'est l'État. Comment on arrive à commercialiser des choses de mauvaise qualité? Vous allez voir que cette entreprise ou alors cette structure n'est pas née hier. Elle est là depuis des années. Combien de Camerounais ont déjà eu à consommer ces produits? Combien de Camerounais en sont morts? Combien de Camerounais en souffrent actuellement? Quels sont les produits qu'ils utilisent? Pensez à la vie humaine. Ayez un peu d'humanisme. Vous savez, l'argent a pris, l'amour pour l'argent a pris le dessus et on ne pense même pas à la vie de l'autre et à sa propre vie même. Vous pouvez avoir des enfants qui ont peut-être des camarades pas assez riches qui vont donc venir acheter ces Maltas-là, moins cher, solde, Maltas en solde, des trucs comme ça. Et comme les enfants sont ce qu'ils sont, à l'école, votre enfant va se retrouver en train de demander cette Malta-là à son camarade. Il va consommer et en mourir. Vous n'allez pas accuser le parent de l'enfant à qui on a remis la Malta. Vous n'allez non plus accuser l'enfant qui a remis la Malta à votre enfant. C'est vous-même le responsable. Pensez à vous. Pensez à vous. Je partage amplement le carton rouge de François. Ouais. Ce sont des comportements qu'on doit fustiger. Et je pense que... Avec la dernière énergie d'ailleurs. Oui, je pense même que cette structure a été fermée. Donc... on espère qu'il n'y en a pas d'autres. Jusqu'à aller dans les quartiers de la ville de Yaoundé ou Douala, vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur de ces quartiers. Je suis allé faire un reportage dans un quartier ici à Yaoundé qu'on appelle Messassi. Là-bas, on fabriquait des faux bonbons. Les gars, on va quand même louer leur intelligence. Ils sont quand même intelligents. On t'a dit monter une structure de ce genre et fabriquer des faux bonbons que tu vas mettre à la commercialisation. Des enfants qui viendront sucer ces bonbons, les grands même qui viendront sucer ces bonbons, est-ce que ces personnes peuvent imaginer le danger que les personnes qui consomment leurs produits en cours? Aucune, je vous dis, à partir seulement des images que nous avons vues, comme je vous dis, ça donne froid au dos. Et je pense que l'État doit multiplier, le ministère du Commerce doit multiplier ses actions pour enfin de mettre hors d'état de nuire ces personnes qui tuent des gens dans nos quartiers, que ce soit dans la ville de Douala, que ce soit dans la ville de Yaoundé, parce que c'est grave. Regardez, vous allez voir quelqu'un qui a des whisky. Il fabrique des faux whisky à la maison. On ne sait pas par quelle alchimie
il fait des mélanges pour sortir un produit fini. On ne sait comment. Il faut voir, lorsque le ministre du Commerce a fait une descente tard, vers 2 heures du matin dans des boîtes de nuit, il a constaté que ces mêmes boîtes de nuit vendaient des faux whisky. Où est-ce qu'ils s'approvisionnent? Pourtant, il y a l'estampille CEMAC qui doit être posée sur un produit. Lorsque vous achetez, vous savez que ce produit a des normes à respecter, les normes à respecter la qualité, mais on se rend compte qu'il y a toujours ces filatures-là qui entrent et intègrent notre marché pour le mal-être des populations qui en sont. Et vous me reprocherez toujours d'insister sur l'indignation collective. Généralement, ces entreprises-là naissent autour des populations qui regardent, qui voient, mais qui jamais ne font rien, qui ne s'indignent. Il y a une expression camerounaise, on va faire comment? C'est-à-dire une résignation totale. On est résigné au point d'être résigné même contre sa propre santé. C'est devenu très grave. Je crois qu'il faut véritablement exorciser cette société. Il faut une délivrance. Je n'exagère pas en le disant. Merci pour votre carton, François Mbesseux. On va donc fermer cette rubrique des cartons avec le mien. Vous connaissez George Floyd. Vous avez entendu parler, l'Afro-Américain qui avait été tué, asphyxié, étouffé par un policier américain, un policier blanc du nom de Derek Chauvin. Eh bien, la justice américaine, après 1 mois de procès, a reconnu la culpabilité de ce policier-là et il a été condamné. Aux États-Unis d'Amérique, cela a été célébré et je donne un carton vert à la justice américaine, donc qui condamne cette dérive policière parmi tant d'autres qu'on a connues par le passé sous les régimes des républicains qui n'ont toujours pas eu les mêmes sanctions, les mêmes sentences. Mais cette fois-ci, la justice américaine, vous pouvez voir en image, pendant 9 minutes, ce policier avait gardé son genou sur le cou de George Floyd. Ce dernier avait, n'est-ce pas, crié, demandé même le secours, demandé de l'aide pendant qu'il était torturé. Eh bien, c'était sans compter avec la détermination de ce policier à poursuivre dans sa sale besogne. Le policier, l'Afro-Américain, est donc décédé ainsi dans ces circonstances à 46 ans. L'image a été prise par un riverain, par un passant, et cela a suscité de nombreuses protestations aux États-Unis d'Amérique, un grand tollé qui a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre de salive à travers le monde entier. Eh bien, la justice, celle qu'on aime, ce genre de justice qui rend justice, a donc rendu justice. Et on espère donc qu'il y aura plus d'accalmie dans la société américaine et que désormais les policiers blancs, qui ont souvent une main dure sur les Noirs, quand il s'agit des présumés Noirs, on espère que ces policiers blancs vont se raviser et que sous Joe Biden, une justice équitable, une justice impartiale sera de mise aux États-Unis d'Amérique. On va donc carton vert à la justice américaine, une justice telle que nous souhaitons en Afrique, telle que nous le souhaitons dans notre pays, François Mbesseux. Oui, c'est unique, c'est héroïque. C'est comme on a une coutume de dire, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Cette fois-ci, on a attrapé un blanc. Et on ne peut que s'en réjouir. Et je le dis d'autant plus que c'est exactement ce qu'on a espéré ou attendu des réseaux sociaux. Faire en sorte de participer à l'éclosion de plus de justice, de plus d'égalité. Voilà des gens qui savent à quoi servent les smartphones, à filmer des scènes qui sont susceptibles... Des injustices. Oui, des injustices, oui. D'être appréciées, d'être exposées à la lumière de tous et de subir, c'est-à-dire la rigueur de la justice. Ce n'est pas les réseaux sociaux où ici... vraiment, JSK a porté le costume. Est-ce que vous savez que ce costume-là, c'est tel qui le lui a prêté? Et puis, c'est ça la différence. Et la justice américaine... C'est-à-dire qu'en fait, les téléphones Android deviennent une arme contre l'injustice, contre la violation des droits de l'homme. Contre la violation des droits de l'homme. On a voulu
un village où tout le monde pouvait être le gardien de la justice, le gardien de la vérité, le gardien d'un certain nombre de choses. Et imaginez-vous... Imaginez-vous ce qui aurait pu se passer si cet acte avait été commis sans être filmé. Et c'est le simple fait que quelqu'un ou plusieurs personnes ont su faire usage de leur smartphone que la justice américaine, pour une fois, même si elle aurait voulu faire autrement, le monde entier avait les éléments probants qui tendaient à démontrer que quelqu'un a mis fin à la vie, un policier a mis fin à la vie d'un citoyen. Donc, nous disons félicitations à la justice américaine pour une fois qu'elle fait quelque chose de correct et qu'on peut apprécier. On va espérer que les États-Unis continuent dans ce sens-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait reprocher à ce pays en ce qui concerne la protection et la promotion des droits de l'homme. Oui. Donc, voilà. Bon, on va féliciter la justice américaine qui a délibéré en faveur des Noirs, on va le dire ainsi, parce que c'est les Noirs qui étaient en faveur de la justice. Ah oui, en faveur de la justice. Il faut quand même souligner qu'il s'agit des citoyens afro-américains dont on sait généralement les conditions vous savez particulières dans cette société américaine. La particularité noire, aux États-Unis, il y a cette rivalité même stérile, même sans effet entre les Blancs et les Noirs. Pourtant, on sait que les Noirs ont toujours joué un rôle, le premier rôle même aux États-Unis pour que les États-Unis soient ce qu'ils sont aujourd'hui. On peut aller même dans le domaine sportif. On a vu ce que les sportifs noirs américains ont fait pour redorer le blason. Toute la gloire que les États-Unis ont eu aujourd'hui. Je pense que c'est les Noirs. C'est aussi grâce aux Noirs. Et les Noirs, on peut même dire que c'est grâce aux Noirs. Parce que, allez même au niveau de la chanson, allez même au niveau de l'art, vous allez voir que au cinéma, c'est les Noirs qui ont joué un premier rôle. Et je pense que on attendait cette justice-là. Si la justice n'avait pas dit vraiment, comme il a dit, la justice, il devait encore avoir un soulèvement parce que toutes les preuves étaient là. On a vu comment George Floyd a été... on l'a pressé pendant près de 9 minutes par ce policier blanc. Et je pense que si le contraire sortait au cours de cette délibération, je pense qu'il devait encore avoir soulèvement. Mais le président de la République, Joe Biden, avait déjà quand même donné le ton en disant, en manifestant son mécontentement. Vous avez vu son salut devant le fils de George Floyd, il a mis son genou pour manifester déjà ce mécontentement face à ce que ce noir aura vécu aux États-Unis d'Amérique. Et pour lui, c'est une décision, la justice elle est révolutionnaire aux États-Unis d'Amérique, parce que des cas comme ça par le passé n'avaient pas eu ce genre de sanctions. On va recevoir notre invité François Mbokey, qui est enfin parmi nous, avant de poursuivre. François, bienvenue. Bonjour à tous nos téléspectateurs ce matin. François Mbokey, vous êtes directeur de publication de Diapason. Pour le moment, oui. Pour le moment. Merci d'être chez les influenceurs. Je rappelle que vous rentrez d'un séjour en N'Djamena, où vous êtes allé couvrir l'élection présidentielle. On en parlera tout à l'heure. Je vous rappelle que vous êtes chez les influenceurs et nous sommes dans la rubrique carton. Le carton du jour, et vous tombez sur le carton vert adressé à la justice américaine qui vient de prononcer la condamnation de Derek Chauvin. C'est le policier qui a, on peut le dire ainsi, tué l'Afro-Américain George Floyd le 25 mai dernier. Une tuerie, encore pour ainsi dire, qui a fait, n'est-ce pas, des choux gras de la presse et qui a suscité de nombreuses protestations. On va recueillir un peu le regard de Audrey Ngopom sur ce carton rouge, ce carton vert que moi j'ai levé. Honnêtement, moi, je n'ai pas envie de donner un carton vert, mais comme on ne discute pas avec la justice. Oui. Voilà. Pourquoi? Il faut dire qu'on l'a juste reconnu coupable. On n'a pas encore donné sa sanction. Ça va être fait dans les prochains jours. Et j'aurais souhaité vivement qu'on attende pour voir exactement la sanction qu'il va recevoir suite à son acte. Et je suis donner le carton vert à la justice américaine, c'est pour dire que là-bas, la justice n'est pas impartiale. C'est-à-dire que les Noirs sont encore... il y a encore ce qu'on appelle la discrimination raciale. Ça veut dire que lorsqu'un Noir est peut-être est dans ses droits, il est toujours condamné.
même quand il est en tort et tout. Moi, j'aurais souhaité qu'on attende d'abord pour voir la sentence qu'on va donner à ce policier-là avant de se prononcer. Mais déjà, on salue l'acte parce que il pouvait détourner la chose et dédouaner le policier. Mais dans plusieurs cas précédents, les policiers n'ont même pas été reconnus coupables par le passé. C'est pour ça qu'on salue quand même cette évolution. La justice américaine, il y a plusieurs cas comme ça, des dizaines de cas de ce genre. Je vous dis de ce genre, et même encore plus grave, plus spectaculaire, où le policier n'a simplement pas été coupable. On a reconnu qu'il maintenait l'ordre et qu'il était dans l'exercice de sa fonction. Et ici, quand même, la justice, peut-être grâce à la pression de la rue, justement, la justice s'est pliée. Donc, on salue aussi l'engouement des populations, parce que ça aurait pu... L'indignation. Ça aurait pu passer comme ça inaperçu, 10 à 20 personnes auraient pu s'indigner et on aurait tourné la page. Mais non, tout le monde s'est prêté au jeu. Et je pense que c'était le déclic. Il n'avait pas droit à l'erreur, si on peut dire ainsi. Donc, la justice, en rendant le policier coupable, à regarder, à peser le pour et le contre peut-être d'un acte qu'il pouvait même poser. Les enjeux, les conséquences que parce pourrait avoir leur verdict sur la vie sociale après. Parce que cette histoire ce meurtre-là a soulevé toute l'Amérique, tout le monde entier. Tout le monde entier, tout le monde s'est senti... Un mouvement Black Lives Matters. Oui, tout le monde s'est senti indigné. Et je pense y compris les Blancs, comme on peut le voir il n'y avait pas lieu de donner un autre verdict que celui-là. Et François a dit quelque chose de très important. On voit maintenant ce à quoi les réseaux sociaux servent. Oui. Parce que nous, on les utilise mal, mais sur ce coup-là... Surtout que les États-Unis sont un pays sous-développé sur les questions sociales. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui jouent un rôle d'équilibre. François Mbokey, votre regard, vous entrez dans cette émission avec votre regard sur cette affaire que vous connaissez d'ailleurs, l'affaire George Floyd, dont l'assassin, moi je préfère le dire ici, a été reconnu coupable par la justice américaine. Quel regard portez-vous sur ça? Nous donnons un carton vert aujourd'hui, c'est-à-dire nous félicitons la justice américaine aujourd'hui sur ce plateau. Quel est votre regard à vous? Tout à fait, on peut féliciter la justice américaine, mais je pense quand même que peut-être le coup a eu cet avantage d'être porté à la face du monde par les réseaux sociaux, les autres médias, ce qui a fait que ça a causé un tollé mondial. Il y avait une sorte de désolation au niveau du monde rendue à cette période du XXIe siècle où les gens sont de plus en plus civilisés, qu'aux États-Unis nous retrouvions encore des comportements aussi animaux. Et c'est vraiment un pas aujourd'hui. Et vous avez vu que lorsqu'on ce verdict allait tomber, il y a un autre enfant qui avait été tué dans la même ville. Donc je pense qu'il y a eu des circonstances qui ont quand même permis que la justice dise il faut qu'on arrête cela. Être noir n'est pas un péché. Et donc être reconnu coupable aux États-Unis, ça voudrait dire qu'on a pesé tout. On a vidé tout. Au bout d'un procès d'un mois, qui a duré un mois. Donc, on peut aussi saluer la rapidité du procès. Oui, donc actuellement, il sera condamné. Je pense que autour de 40 ans de prison qui sont attendus. Et il a été tout de suite emprisonné, il faut le dire. Après. Tout de suite, voilà. Tout de suite, on l'a embarqué. Pour dire que dès que la sentence va tomber, il va purger sa peine. Il va purger sa peine. De 40 ans environ. Alors c'est quand même une avancée, c'est d'autant plus que même la durée du procès, parce que je vous ai dit tantôt que parfois les coupables n'étaient pas reconnus coupables, mais aussi parfois le procès était tellement rallongé pour certains cas qu'on finissait par oublier l'affaire. Alors ici, on a quand même une rapidité assez spectaculaire. Bravo à la justice américaine. C'est ainsi qu'on met fin donc à cette rubrique, cette première partie de ce programme Les Cartons du jour. On se retrouve juste après pour visiter la une des journaux parus au Cameroun et en Afrique par Audrey Gopom dans un instant.
Voilà, on retourne donc sur cette plateforme, c'est la revue des une des journaux. On va suivre très rapidement avec Audrey Ngopom qui est là. Audrey, vous nous dites que la presse camerounaise est toujours très intéressée à le regard braqué sur la disparition de Idriss Déby Itno et surtout l'avenir du Tchad, mais également sur les vaccinations de certains membres du gouvernement qui est en cours au Cameroun. Oui, Jusqu'à démarrons donc cette revue de la presse par le journal Le Messager. Disparition d'Idriss Déby, le journal, le titre, quelle menace pour le Cameroun. Allié du poids dans la lutte contre Boko Haram, la mort du numéro 1 tchadien laisse un grand vide sécuritaire au moment où des rebelles menacent de marcher sur N'Djamena. En bas une, le journal revient sur les obsèques de l'ex-première dame Germaine Aïdjo pour l'éternité. La Voix du Centre parle d'assassinat du maréchal Déby et titre « Les mains du clan Zagawa tachées de sang ». Le journal nous fait savoir qu'une faction du clan Zagawa, l'ethnie du président et des réseaux occultes ont assassiné le maréchal du Tchad et ont créé de toutes pièces le scénario mettant en scène sa mort. Autre information, Germaine Aïdjo meurt en exil comme son époux. L'Aigle du Sahel parle du Tchad, décès du président Déby, la stabilité menacée. Autre information traitée par la presse, Cameroun Tribune parle des recrutements dans les armées et titre La ruée. Des épreuves difficiles, une formation épouvante, mais 130 000 jeunes Camerounais se bousculent quand même pour briguer 12 000 postes ouverts dans différents corps au titre de l'exercice 2021. En bas une, le journal nous parle du combat contre la Covid-19. Le Premier ministre chef du gouvernement, John Ngouté, vacciné. Le quotidien, sa grande une, parle de la vaccination contre le Covid-19 et met en titre le PM en tête, le gouvernement en ordre de bataille pour donner l'exemple. Le journal nous dit que 10 jours seulement après sa promesse faite le 11 avril 2021 à l'aéroport de Yaoundé-Simalène de se faire vacciner, le moment est venu. John Ngouté a pris sa première dose de vaccin hier, mercredi. Émergence parle de 5 millions de personnes vaccinées victimes d'insécurité alimentaire aiguë au Cameroun. Le journal nous fait savoir que 6 000 tests Covid de contrebande ont été saisis du côté de Douala. Et hors de nos frontières, vous nous amenez en Côte d'Ivoire, où l'actualité évoque ce grand séminaire en faveur des membres du gouvernement. Oui, l'actualité bien sûr est marquée par plusieurs activités, mais celle qui revient cette semaine est ce séminaire-là, ce séminaire gouvernemental et Fraternité Matin, titre Patrick Hachi fixe le cap. Le chef du gouvernement exhorte les ministres à travailler sans relâche pour le bonheur des Ivoiriens. Le patriote nous dit que Hachi lance la machine de la Côte d'Ivoire solidaire. L'intelligent d'Abidjan, quant à lui, reprend les termes du chef du gouvernement Patrick Hachi. Comment parvenir à être un? C'est tout pour la revue de la presse de ce jour. Merci beaucoup Audrey Ngopom. Vous avez évoqué, je crois que c'est le titre d'un journal, un quotidien, Le Messager, qui évoquait l'avenir, la menace. Oui. La menace sur le Cameroun, la disparition d'Idriss Déby Itno, je dois dire que c'est cela qui sous-tend la présence de notre expert spécialiste des questions sous-régionales, notamment du Tchad, François Mboké, journaliste qui est parmi nous. En dernière partie de ce programme, nous aurons dans le focus sur le Tchad. Quel avenir après Idriss Déby Itno? Quel avenir pour le Tchad et pour la sous-région? C'est le petit débat qui va conclure cette émission. Mais avant, vous avez droit, mesdames, messieurs, à votre rubrique, le Ndjapap. Le Ndjapap, François Mbouké, c'est l'histoire du jour. Avec Hugo Ngopom dans un instant. Le Ndjapap, pour éclairer notre invité, le Ndjapap, vous le savez très bien, c'est une expression camerounaise, en langue locale camerounaise, qui veut dire le Congossa, qui veut dire commentaire, qui veut dire commérage. Mais ici, il ne s'agit pas d'un commérage, il s'agit d'une histoire vraie qui est reçue par Audrey Ngopom et qui nous est racontée et qui suscitera un commentaire sur ce plateau pour en tirer des leçons de vie pour nos sociétés. On donne la parole à Audrey Ngopom. Oui, c'est
l'histoire d'une jeune fille qui avait pour activité d'avoir des sugar daddy. Sugar daddy sont donc ces hommes âgés-là qui entretiennent des relations avec des jeunes filles pour... Comme pour dire papa sucré. Oui, papa sucré. Voilà. Si on veut traduire littéralement. Oui, papa sucré. Voilà son histoire, ce qu'elle est en couple. Ils sont sucrés avec... du fait généralement de leur porte-monnaie. Oui. Voilà. Elle est en couple donc avec son sugar daddy, ça fait exactement 6 ans. Au début de la relation, c'était pas quelque chose de sérieux, c'était un échange de services. Et bien après, ça s'est transformé en une histoire amoureuse réelle. Et le monsieur lui a dit qu'il devait divorcer de son épouse pour la prendre comme épouse. Bien évidemment, elle s'est dit que c'était un jeu et que les hommes aiment bien raconter des histoires aux femmes. Elle a continué dans la relation. Sauf que le monsieur a divorcé exactement et il veut la prendre comme épouse et elle ne veut pas. Donc, elle ne sait pas comment dire ça à son sugar daddy, qu'elle n'est pas prête à l'épouser. Et elle a peur déjà de sa réaction et ne sait pas ce que ce dernier peut faire contre elle. La première des choses dont elle a peur, c'est de perdre le sugar. Tu l'as dit. Je n'ai pas dit qu'elle a peur de perdre le sugar daddy. C'est sûr, si elle a peur, je crois que la première chose... Non, c'est au sugar, c'est comment comment le sugar. Sugar. Le sugar daddy. Sucre. Dans le sucre. Le sucre, c'est le peuple, le papa sucré. Donc je crois qu'elle a peur de perdre le sucre, c'est-à-dire en fait, elle a peur de perdre les cachets. Simplement le trésorier payé. J'ai aimé l'expression échange de services. Vous avez dit ça commençait par un échange de services? Oui. C'était quoi l'échange de services? En fait, l'échange de services, c'est une relation où après un acte sexuel, elle est rémunérée. Oui, Voilà. pas seulement un acte sexuel, c'est-à-dire que... Même des balades, parce que ça Il y a se un paye. ensemble de services qui sont répertoriés et que les sugar daddy s'octroient. Ça veut dire que si vous voulez dire bisous, un bisou central, ça a un prix. Si vous voulez, je ne sais pas, vous redevenir bébé pour téter, ça a un prix. Si vous Bon, voulez... ça va, laissez les services. Voilà. Le menu. Épargnez-nous les différents menus. J'ai un confrère journaliste qui me disait qu'il est allé à Limbe pour la première fois. Il a été invité par une belle de nuit dans la chambre de cette dernière. Et cette dernière avait un menu au mur, bien glissé, avec les prix. Donc, vous êtes en train de faire là comme si vous lisiez un menu. Oui, eh bien, notre invité, François Mboké, c'est une histoire qui nous fait rire, mais c'est quand même des histoires africaines telles qu'on rencontre tous les jours. Comment vous percevez cela? Qu'est-ce que cela vous inspire? Ce n'est pas qu'une histoire africaine. L'amour ne touche pas que les Africains. Voilà. Et puis, il n'y a pas d'âge pour être amoureux. Mais maintenant, il faut tenir compte des enjeux et des jeux. Lorsque vous entrez dans une relation, soit vous y êtes par le cœur, soit vous êtes en termes économiques, ou alors vous avez d'autres visées, parce que parfois, des gens qui vous approchent, ou ça dépend de celui qui fait le premier pas. Je pense que c'est lui qui est souvent le plus intéressé. Et maintenant, celui qui reçoit peut poser des exigences. On a entendu parler des champs de services. Maintenant, lorsque on a prévu donc des exigences et que la partie qui est arrivée a accepté vos exigences, il faut aller jusqu'au bout. Oui. Parce que si vous n'allez pas jusqu'au bout, vous aurez trahi votre engagement de départ. Et c'est pour cela que de temps en temps, vous entendez, vous avez vu ces derniers temps aux États-Unis, un compatriote a fait un drame un peu partout. Pour ne pas arriver là, les départs sont très importants lorsque nous entrons dans le jeu. Quels sont les enjeux et que chacun se tienne. Et quelles sont les règles? Voilà, et se tienne à ces règles-là. Et dans le cas précis, qu'est-ce que vous pouvez recommander à cette dernière? Oui, je pense que lorsque le monsieur lui avait fait cette proposition, il devait comprendre que lorsque les hommes avancent, peut-être que ça arrive aussi aux femmes, ils ont des besoins qui avancent aussi et parfois ils peuvent avoir des histoires avec les premiers couples qu'ils avaient créés. Et donc, ils veulent refaire une deuxième vie. Peut-être les enfants sont grands, ils sont tous partis. Ils veulent passer ces derniers jours. Lorsque vous engagez... Il veut renaître. Voilà. Lorsque vous vous engagez, et le monsieur a été clair, elle a dit, elle n'a peut-être pas dit quelque chose, mais qui ne dit mot consent, puisqu'elle elle a continué, et le monsieur est allé dire, je ne suis pas sûr qu'elle n'était pas au courant, que le monsieur est allé faire son divorce. Et je pense moi aussi que si elle est allée faire le divorce, c'est parce qu'il voilà. c'est parce qu'il avait quand même quelques indications qui montraient que la fille était
consentante Oui. avec son idée de l'épouser. Absolument. François Monsieur, quelle est votre lecture? Quand vous allez vous ravitailler chez Universal Provider, il faut éviter des contrats à long terme. Donc, Universal Provider. généralement, au village, vous ne pouvez pas à la fois avoir la cola dans la bouche et puis le sucre. Sauf si vous êtes, votre bouche est un laboratoire. Moi, je crois que et c'est à mettre à la charge des sugar daddy. Il faut souvent se limiter au service. Parce que... Non, au contrat. Il faut se limiter au contrat. Parce que même au village, on le dit. Au service ponctuel. Oui, le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. Les universal providers ne sont pas faits pour le mariage. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comparer un chargeur universel avec un chargeur classique de votre téléphone. Et vous ne pouvez pas prendre un chargeur universel pour en faire le chargeur original de votre téléphone. Ça ne va pas marcher parce que dans les chargeurs, le principe des chargeurs universels voudrait que de temps en temps, on enlève la batterie dans le téléphone pour la faire accrocher sur les dents du chargeur universel. Et la batterie ne peut pas rester là éternellement. Et vous, même si vous devez continuer à charger votre téléphone de cette façon, il y aura un moment où vous allez rater des appels parce que vous avez sorti votre batterie de votre téléphone. Ces filles, c'est des entreprises. Et tant qu'une entreprise n'est pas encore en faillite, pourquoi vous voulez qu'elle fasse le dépôt de bilan? Aller en mariage, c'est un dépôt de bilan. Ça veut dire qu'à un moment donné, d'abord, il n'était pas le client exclusif. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le monopole du marché, il n'avait pas l'exclusivité, il n'était pas le seul sugar daddy. Et il n'y a jamais un seul morceau de sucre dans un carton. Et rien ne prouve même qu'il était le plus sucré. Et rien ne prouve qu'il était le plus sucré. Il y a plusieurs morceaux de sucre dans un carton. Et là, elle n'utilise qu'un. Et à un moment donné, le morceau de sucre à lui seul veut faire sucrer la tasse de café. Ça ne peut pas marcher. Et puis quand le morceau de sucre au fond, il faut bien chercher un autre. Oui, donc elle a besoin de maintenir tous ces autres sugar daddy. Ça fait même partie de son équilibre psychologique. Cette entreprise-là fonctionne comme ça avec beaucoup de clients. Donc, donner l'exclusivité ou le monopole à un seul client, ça, ce n'est pas de l'ordre. Ma fille, vous savez comment ça fonctionne. Vous partagez le point de vue de François. L'homme a, comment dire, il a fait une mauvaise affaire, c'est ça? Il a fait une mauvaise affaire. Moi, je vais m'aller au-delà. Je vais m'aller au-delà de ce que François dit. Vous savez, il y a des gens il y a les sugar daddy là qui font 35 ans dans l'obscurité. Suivez mon regard. C'est-à-dire qu'il est marié, mais il vit dans l'obscurité. Et le jour qu'il sort pour aller voir dehors, il se rend compte qu'il y avait la lumière. Et c'est certainement cette lumière de celle avec qui il y avait échange de services. Dont vous parlez est caractérisée. Il veut qu'on se comprenne. Il est en train de vous expliquer que pendant 35 ans, il a eu à faire certaines pratiques sexuelles qui ne soulevaient pas sa libido. C'est ce qu'il veut dire. Qui ne soulevait pas sa libido. On dirait qu'au gré et moi, on s'est passé le mot. Voilà. Il y a des hommes qui sont mariés. Il n'avait pas certaines expériences. Il y a certaines expériences qu'il n'a pas pu pratiquer pendant 35 ans de mariage. Et certains hommes considèrent qu'ils sont dans l'obscurité totale. Et lorsqu'il va donc dehors aller tester, il se rend compte qu'il y a la lumière. Et c'est cette lumière-là, il a voulu rester dans la lumière entre toi et moi. Personne, que ce soit toi, que ce soit moi, personne ne va accepter de rester dans l'obscurité lorsqu'il y a la lumière. Je parle de moi. Je parle de moi. Je ne vais jamais accepter de rester dans l'obscurité lorsqu'il y a la lumière. Madame vous écoute. On évolue. Le monde évolue. Le monde évolue. Moi, je suis pas dans l'obscurité. Je suis pas dans l'obscurité. Bon, maintenant, sauf que le monsieur a découvert la lumière et il veut caler dans la lumière. C'est la femme qui n'a pas été sérieuse. Parce que dans une relation, il y a eu des bases. Mais c'est la femme. Pour venir éliminer la maison, il veut plutôt laisser la maison. Non, vous savez, la lumière. Vous savez, lorsque vous êtes resté 35 ans quelque part, je prends un exemple de 35 ans dans l'obscurité, lorsque on s'habitue avec l'obscurité, lorsque vous partez dehors chercher cette lumière-là, la personne qui est restée dans l'obscurité pendant 35 ans ne veut même plus avoir la lumière. C'est-à-dire que c'est celui qui allait à l'extérieur qui a constaté que la lumière avait du goût. Mais sauf que la femme n'a pas été sérieuse. Oui. La femme n'a pas été sérieuse. Il y a eu des bases. Il y a eu un contrat. Le monsieur lui a dit qu'à base de nos échanges de services, moi je vais aller au-delà, je vais t'épouser, je vais aller divorcer avec mon épouse,
Là, il devait dire, je vais parler comme au quartier, il devait dire à ce je n'en veux pas. À ce sugar daddy, je ne peux pas. Car je ne prends pas le risque d'aller divorcer avec ton époux parce que moi, je ne suis pas disponible. Je veux que notre contrat reste au niveau des échanges de services. Je fais mon acte sexuel, tu me donnes mon argent. Donc je pense que la femme est condamnable à tous les niveaux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait donc maintenant? C'est elle qui demande l'avis des influenceurs. Moi, je ne sais pas ce qu'il peut lui donner comme conseil. Moi, je pense que si... Elle doit assumer la responsabilité parce que... Elle a craché en l'air, ça lui retombe sur le visage. Voilà, ça lui retombe sur le visage. Elle a mis un foyer en déroute. Elle a mis un foyer en déroute. Oui. Moi, et la cause du malheur d'une femme. Non, mais la femme des ténèbres a été mise de côté. A été mise de côté. Ce qui est sûr, c'est que dans les universal providers, il y a toujours l'annuaire. Donc, il y a ceux qui sont en train de commencer le service et il y a ceux qui sont en train d'aller en retraite. Et cette fille, vous connaissez exactement celles qui sont en train d'aller en retraite et qui fournissent les mêmes services que vous. Donnez une de ces entreprises-là à ce sugar daddy. Non, il ne veut pas. Non, attends, Ahmed, non. Oui, j'allais dire Ahmed. Donnez à ce papa-là la même entreprise qui est en train de prendre la retraite. Et maintenant, vous continuez le service. C'est-à-dire que normal, universel. Oui, comme vous avez continué toujours avec le même papa. Et puis, je crois que un des perdus, là, il va avoir deux entreprises de... Oui, François, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais il faut aller... Ce qu'il faut quand même préciser... C'est difficile de donner un conseil à cette dame, mais on va quand même s'y essayer. Hein. Qu'est-ce qu'on peut bien lui dire? Non, mais JSK, mais ce qu'il faut quand même préciser aussi, et je voulais le dire à Ambroise, quand on a perdu des administrateurs civils comme ça, parce que les gens ont voulu pousser à 340 km/h des voitures qui vont à 220 km/h. Donc, il faut que les sugar daddy aussi comprennent que quand ils vont dans ces entreprises-là, la vitesse, vous savez que des autoroutes peuvent créer des accidents et eux, ils n'ont pas fait le recyclage nécessaire pour être capables. Qu'est-ce que vous en savez? Les sugar daddy. Mais c'est pour ça qu'ils m'adorent. C'est pour ça qu'ils m'adorent. Ils sont déjà avisés, les sugar daddy. Ils ont vu des faillites ailleurs, ils sont déjà bien avisés. Vous les voyez, je parcours vite à tous les jours, là, c'est pas pour rien. Hein. Voilà. Ils se mettent en forme, oui, François. Oui, je voudrais dire je voulais souhaiter à mon homonyme François de garder sa jeunesse jusqu'à 80 ans. Parce que si jamais il arrive à tomber dans cette catégorie, il comprendra pourquoi il est arrivé à ce niveau. À chaque étape, l'homme a ses problèmes. Donc, je pense que la dame a pris un engagement et le monsieur n'a pas divorcé sans son consentement. Mais peut-être ne pensait pas que le monsieur allait arriver là. Alors, moi, je pense que c'est un contrat. Lorsque vous avez signé un contrat, vous le... Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit l'épouser? Qu'elle l'épouse, maintenant qu'elle trouve des moyens de continuer son service universel, terminer ses derniers jours avec le monsieur. Mais sauf qu'elle ne veut pas fermer son entreprise. Voilà. Bon, mais elle avait le choix. Si elle n'avait pas mis son grappin sur le sugar daddy, elle aurait pu continuer à faire l'échange de services et entretenir son entreprise. Tout à fait. Oui, Audrey, on sort. Le service est allé au-delà. Quand vous commencez ainsi, j'ai bien peur de vous sortir une bombe. On passe au focus. On passe au focus. Non, il faut qu'elle dise quelque chose. Pas du tout. Il faut qu'elle dise quelque chose. Oui. C'est quand même la seule femme ici, donc... Il y a des femmes qu'on épouse, il y a celles qu'on n'épouse pas. Tout dépend du début d'une relation. Vous ne pouvez pas commencer par un échange de services et vous voulez faire de cette femme votre épouse. C'est vrai qu'il y a des choses qui changent. Mais je ne pense pas que cette femme vous a donné l'envie de l'épouser. Elle n'est pas partante. François a dit quelque chose de très important. Les sugar daddy aiment souvent faire des choses qui ne sont pas de leur âge. Oui. Il faut respecter son âge. Tout ce que les jeunes filles vous font là, c'est pour que vous décaissez de l'argent, rien d'autre. Elles ne veulent pas de vous en tant qu'époux. Elles ne veulent pas dormir, se retourner et voir quelqu'un de votre âge à côté d'elle. Non. Qui ronfle bizarrement. Non, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Autant vous utilisez souvent les filles ici, autant les jeunes filles aujourd'hui vous utilisent. C'est de ça qu'il est question. Un papa qui ne réfléchit pas, il part divorcer de son épouse avec qui vous avez traversé les moments difficiles. Pour venir prendre une petite Audrey, entre guillemets, il ne s'agit pas de moi. Mais vous vous attendez à quoi en fait? Vous pensez... Attends, je ne sais pas. C'est vrai qu'actuellement, il ne sait pas que la jeune dame ne veut pas de lui.
Mais qu'est-ce qu'il a dans sa tête lorsqu'il part demander le divorce à celle-là qui lui a donné des enfants, celle-là qu'il a supporté dans ces moments, je ne sais pas. Il veut un service de proximité et permanent. Restez dans ce jeu-là, restez dans ça sincèrement. Rassurez-vous, vous ne serez pas à la hauteur de cette fille. Vous, elle vous satisfait, vous ne la satisfaisez pas du tout. Pas du tout. Mais alors pas. Parce que c'est votre argent qu'elle recherche. Elle n'a aucun plaisir lorsqu'elle est peut-être couchée avec vous ou quoi que ce soit. C'est pour de l'argent. Le monsieur lui a dit que je vais aller divorcer. Combien Ambroise, là où vous êtes là, vous avez déjà promis le mariage à combien de filles? Non. Moi je suis marié. Si vous n'avez pas fait, dites que vous n'avez pas fait. C'est pour dire que... C'est là que j'ai promis le mariage chez moi. Répondez, voilà, C'est elle est pour mariée. dire, justement, c'est pour dire que il y a des hommes qui vous disent justement, je vais divorcer de mon époux, je vais t'épouser et tout. Vous restez là 10 ans, vous ne voyez rien. Justement, voilà, tu as une fille qui est dans cette logique-là que tout ce que vous dites sont des mensonges, elle continue sa vie. Ma chérie, ne pars pas te mettre en prison dans quelque chose que tu ne vas pas supporter demain. Oui. Ne pars pas te mettre en prison dans quelque chose que tu ne vas pas supporter demain. Tu fais des full service, oui. C'est comme ça. Ok, donc c'est compris. Le message, votre message est clair. Je n'ai pas fini, Jessica. Oui, allez-y, rapidement. Ma chérie, le conseil que moi je peux te donner, garde ta liberté. Cherche un gars avec qui tu vas peut-être, si tu veux bien sûr te marier, trouve-toi un mec avec qui tu vas faire ta vie, avec qui tu vas vieillir. Ou alors, vous pouvez poursuivre les échanges de services. Et va dire au sugar daddy que tu ne veux pas de lui en tant qu'époux, mais en tant que sugar daddy. Qui ne porte pas une autre veste. Oui, c'est comme ça. Ok. Merci, c'est la fin du Japap. On ouvre le focus dans un instant. Merci. Vous blaguez avec les femmes. Eh bien, c'est le focus. Si vous prenez le train en marche, vous êtes bel et bien subi. News One, le tam-tam du continent. Le programme, c'est les influenceurs, comme tous les jours de lundi à vendredi, entre 10h et 12h. Les grands chroniqueurs maison posent leur regard sur les faits d'actualité et les sujets d'intérêt général. Et ce jour, nous avons un invité, François Mboké, pour parler du Tchad. Le Tchad, quel avenir pour ce pays sans le maréchal Idriss Déby? Quel avenir pour la sous-région, l'Afrique centrale, la CEMAC? On en parle dans un instant, mais pour planter le décor, vous savez très bien que Idriss Déby est passé de vie à trépas, alors qu'il était au front, selon les sources officielles, venu de N'Djamena, alors qu'il était au front pour défendre l'intégrité nationale du Tchad, au moment même où il était porté à la tête de son pays pour un nouveau mandat, grâce aux élections qui lui ont conféré 76% de voix. Eh bien, Idriss Déby laisse donc un Tchad en proie à une menace extérieure, une menace des rebelles, j'allais dire, une menace des rebelles dont les colonnes sont dans le nord du pays, en train de chercher la voie pour N'Djamena. Après sa mort, le conseil militaire mis en place a choisi son fils, Mahamat Idriss Déby, qui est donc actuellement le président de la transition militaire, une transition qui va durer 18 mois, nous a donc dit ce conseil militaire. Mais alors des questions continuent à se lever. La société civile est indignée, la classe politique est indignée. Et bien entendu, pourquoi? Parce que la constitution du Tchad a été foulée aux pieds. Cette constitution qui prévoyait qu'en cas de vacances au pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prendrait les rênes. Eh bien, ce dernier est introuvable. Le palais présidentiel de N'Djamena est bien gardé par Mahamat Idriss Déby. On en parle ce jour. Est-ce que cette situation augure des jours meilleurs pour le Tchad? Est-ce que cette situation augure des jours meilleurs pour notre sous-région, la CEMAC? François Mboké est notre consultant ce jour, il est là. On va lui donner la parole en premier. François, vous venez du Tchad, de N'Djamena, il faut le dire. Vous êtes arrivé quelques heures seulement avant l'annonce de la disparition de Idriss Déby Itno, que vous connaissez très bien d'ailleurs. Oui, je suis allé au Tchad où je vais passer une dizaine de jours pour l'occasion de l'élection présidentielle. J'étais en tant qu'observateur et mon statut d'observateur cachait un peu celui de journaliste, mais vous savez qu'on reste journaliste partout.
effectivement, sur le terrain, il y avait un grand malaise, il y avait une sensation de malaise. Comment ça se caractérisait ce malaise? Parce que je suis allé même dans certaines universités où on m'avait invité pour discuter avec des étudiants sur l'avenir de l'Afrique, du Tchad. Et beaucoup trouvaient que le président avait déjà mis 30 ans et qu'il était temps qu'il pense à passer le pouvoir. Et d'autres pensaient que l'âge pouvait être un facteur également pour qu'il passe la main. Ainsi de suite, il y avait beaucoup de choses. Et la crise économique qui secoue les États, doublée de la pandémie de la Covid, font que le Tchad n'est pas épargné par la récession. Et donc, les populations connaissent beaucoup de menaces. Côté alimentaire, pas d'électricité suffisante, bon, bref, les services sociaux de base. Mais ce n'est pas une affaire du Tchad seul, tous les pays presque le connaissent. Et donc cette élection s'est faite sur fond de grincement de dents? Oui, nous avons fait parfois 20 km sans voir une seule urne. Donc, il y avait un grand désintérêt pour certaines régions. Il y avait d'autres qui voulaient aller voter, mais on ressentait surtout lorsqu'on s'est approché de certains membres de chancellerie. Et la peur était là et certains avaient pris des dispositions pour quitter le pays si jamais, lorsqu'on annonce l'élection et que le président sortant est élu, si les mouvements d'humeur arrivent, qu'il soit à l'abri, qu'il puisse partir avant. Donc tous ces indicateurs prouvaient quand même que quelque chose peut-être allait se passer, mais nous ne pouvions pas savoir que ça allait très vite. Ça allait très vite. Nous, en tant qu'observateurs, vous sentez quand même la fumée dans la maison? Oui. On s'est dit, même s'il y aura des mouvements, Idriss est très bien équipé aujourd'hui, côté sécuritaire, pour pouvoir maîtriser. Et que d'ici à août, où il devrait prêter serment, il aura le temps, parce qu'il avait commencé à tendre la main à ceux qui ont refusé d'aller à l'élection, aux rebelles qui étaient aux frontières. Nous sommes dit, c'était un grand négociateur, qu'il allait réussir à apaiser la tension et peut-être ce 6e mandat, qui devait prendre 6 ans aussi, peut-être le chiffre 66 n'est finalement pas bon, a donc été fatal, mais je dis ça allait très vite, très vite. Aujourd'hui, François Bocquet, peut-être avant que je ne donne la parole aux autres chroniqueurs, puisque vous êtes là, dites-nous un tout petit peu, au moment où les rebelles se signalent, le 11, quand les rebelles se signalent, vous êtes encore à N'Djamena? Tout à fait. Alors, comment est-ce que cela est perçu par les populations civiles lorsque les rebelles sont annoncés? Oui, les rebelles, il faut dire que, je vous ai dit, les populations civiles souvent ne sont pas intéressées par ces choses, parce que ce qui les intéresse d'abord, c'est qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire aujourd'hui. Mais c'est au niveau de la classe politique qu'on a senti un peu ce frissonnement. Mais on savait que Déby avait la puissance de feu capable de riposter. Mais ce qu'on n'avait peut-être pas prévu, c'était que les fournisseurs d'armes, et c'est ce qui arrive chaque fois, les fournisseurs d'armes aux Africains, les entrepreneurs de guerre, guerre, voilà, s'il n'y avait pas eu la Russie en NRCA, on serait dans la même situation aujourd'hui. Parce que vous vous rendez compte que vous avez des munitions, lorsque vous tirez, elles tombent à 10 mètres, mais lorsque l'ennemi tire, ça détruit jusqu'à 2 km. Ça veut dire que la puissance de feu est disproportionnée. Et donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui faire la guerre. La guerre face à face est dépassée. La technologie a beaucoup évolué. Si vous n'avez pas un armement de qualité moderne, c'est difficile. Donc, lorsque cette colonne arrive, on ne la prend pas beaucoup au sérieux. On se dit, on attend, comme en 2008, qu'elle entre au niveau d'une zone contrôlable et on va la boucler et on va prendre des gens. C'est ce qui s'est passé en fait, puisque la première colonne a été maîtrisée. Il y a eu des centaines de morts, mais on a maîtrisé beaucoup, peut-être 300 qui ont été prisonniers. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu était qu'une deuxième colonne avait réussi à contourner, qui est donc allée directement. Je pense que c'est elle qui aujourd'hui menace de continuer de marcher sur N'Djamena. Maintenant, le président Déby est parti. Que devient le Tchad? Il faut dire que le peuple tchadien est mature parce que nous avons été surpris. Jusqu'à ce jour, vous n'avez pas vu de mouvement de personnes vraiment en dehors de ceux des premiers jours. Juste aujourd'hui, le Tchad est calme. Les populations restent peut-être apeurées, mais on attend des nouvelles. Les autorités actuelles, le CMT, essayent de rassurer les populations que tout va bien se passer.
Maintenant, si le Tchad va s'embraser demain, ce ne sera pas la faute au Tchad ou aux Tchadiens. Pourquoi? Parce que le Déby avait réussi à faire de l'armée du Tchad le gendarme d'Afrique. C'est comme ça qu'on l'appelait. Il est allé partout, que ce soit en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Et vous avez vu ses prouesses au niveau de la guerre contre Boko Haram. Cette muraille, nous devons la maintenir. Nous devons permettre donc, les chefs d'État, que ce soit du G5 Sahel, que ce soit de la CEAC, bon, y compris la CEMAC, doivent faire un effort de maintenir cette paix qui aujourd'hui semble quand même vivable. Parce que si ces rebelles réussissent à arriver en N'Djamena, ils vont d'abord détruire l'infrastructure que Déby a mis à un niveau de développement appréciable. Et on n'est pas sûr que cette guerre mettra 2 jours. Parce que ce genre de guerre, vous savez quand elle commence, mais vous ne savez pas combien de temps elle va mettre. Et si les rebelles réussissent à renverser la tendance, vous ne savez pas combien de temps cela prendra pour que les institutions républicaines puissent marcher. Il y a donc beaucoup d'incertitudes qui font que ceux qui aimeraient maîtriser que l'Afrique garde tout au moins l'équilibre, tout au moins la paix, petite paix que nous observons aujourd'hui, doivent aller porter secours aux forces tchadiennes, je veux dire républicaines, pour que la situation actuelle puisse perdurer et que peut-être la situation actuelle jusqu'à peut-être la transition. Je pense que la transition qui va durer 18 mois. Oui, 18 mois, je pense que c'est la date maximum. Et on peut, elle peut être prorogée. Voilà, il faut dire, parce que le communiqué signale bien que ça peut être prorogé. Parce que si, après 6 mois, on se rend compte que la population a pris conscience du départ de Déby et des réalités, que la vie doit continuer, et que le CMT se rend compte que le Tchad tchadien n'est plus militaire, parce que Déby même c'était de fait des habits militaires depuis une dizaine d'années. Il ne voulait plus qu'on le mette en tenue militaire, même dans les médias. Il était devenu un civil. Le Tchad donc est devenu un pays démocratique. Je vais vous dire que dans notre sous-région, c'est le seul pays où vous allez trouver un ancien chef d'État qui bénéficie de cet attribut. C'est-à-dire que le Tchad a mis dans sa constitution des prérogatives qui reviennent aux anciens chefs d'État. Et M. Goukouni Ouédei, il est là, il a Farcha, et il a la garde, il a tout ce qu'il faut. Je pense que même lorsque vous épluchez la constitution tchadienne, elle était suffisamment avancée. Le 6e mandat devait permettre la mise en place d'un vice-président. Tout à fait. Qui devait donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient prévues. Le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a duré faute de moyens parce qu'il y a eu beaucoup de crises qui sont multipliées entre-temps. Et donc aujourd'hui, le Tchad est à la croisée des chemins. Mais qui dit le Tchad dit d'abord la sous-région CEMAC, en premier le Cameroun, parce qu'aujourd'hui, le prochain... le second élément qui était la RCA a déjà un autre gendarme qui est la Russie, mais le Cameroun, avec son armée, doit continuer de redoubler de vigilance parce que s'il n'y a pas de renfort au niveau de nos frontières, le Tchad a fait un certain nombre de choses. Il faut qu'à ce niveau, on essaye de renforcer et que tous les autres États de la CEMAC, qu'ils sachent que si le Tchad est touché, le Cameroun est touché, eux-mêmes seront touchés. Alors, ils ont donc intérêt à renforcer la sécurité de ce pays. Alors, François, et accompagner la transition. François Mbouké, on parle justement de cette transition et de l'avenir du Tchad, chers messieurs et dames. Je vais peut-être vous poser une dernière question avant d'ouvrir le débat. Aujourd'hui, il y a un flou sur les circonstances de la mort de Idriss Déby Itno. Pour avoir été quand même au Tchad pendant les élections, pour avoir été observateur, il y a une thèse qui parle d'un assassinat qui proviendrait de l'intérieur du camp d'Idriss Déby. Est-ce que cela est probable? Est-ce que cette thèse est possible? Je peux vous dire qu'à un moment de la vie, peut-être que le président s'est même senti soulagé de cette mort. Parce qu'à un moment de la vie, vous avez des problèmes dans votre foyer, vous avez des problèmes dans votre famille, maintenant vous avez des problèmes d'État. Je pense qu'à ce moment, le président Déby gérait tout cela. Mais avec son caractère vous voulez dire que le président Déby traversait quand même, vivait des pressions internes. Il avait beaucoup de pression au sein de au niveau de la famille, oui. Au niveau de sa famille et de son foyer, au niveau donc il y avait un certain nombre de choses que nous avons eu dire. Mais c'est un homme, nous tous nous gérons ce genre de choses. Et il a réussi à le faire tant bien que mal. La thèse d'un assassinat, elle prospère, mais nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour l'attester aujourd'hui.
le problème est là. Le président Déby est mort. Il faut que le Tchad continue de vivre, que la sous-région continue de rester debout. François Bessé, la sous-région doit rester debout, mais d'abord le Tchad doit rester debout avec toutes ces réalités, hein, une opposition qui se lève désormais, parce qu'elle est restée calme à un moment donné. On entend de plus en plus les opposants classiques à Idriss Déby désormais prendre la parole, avec une rébellion qui se prononce, qui se veut même déjà républicaine, parce que dans les nouveaux discours qu'on entend des rebelles, on a le sentiment qu'ils sont soucieux de la République, sont soucieux de la démocratie. Pourtant, ils ont pris les armes pour descendre l'institution. Aujourd'hui, voilà la situation au Tchad. Alors, qu'est-ce qu'on peut présager dans ce pays-là à partir de cet instant? Avant peut-être de répondre à votre question, il faudrait revenir à la colonisation pour dire que des forces impérialistes qui sont venues en Afrique, le Cameroun n'a pas été soumis. C'est-à-dire que il y a des résistants au Cameroun qui ont dit aux Allemands « vous n'aurez jamais le Cameroun ». Et quand vous connaissez en termes de symbolique ou alors en termes de charge spirituelle ce que représente le Cameroun, vous verrez que c'est l'Afrique en miniature, c'est le cœur même de l'Afrique. Et vous savez, pour soumettre un homme, on parlait des Sougada dire tout à l'heure, pour soumettre un homme, il faut soumettre son cœur. Pour soumettre un continent, il faut soumettre son cœur. Et comme généralement les gens n'aiment regarder qu'à ce qui est visible, à ce qu'ils peuvent toucher, ils ne comprennent pas souvent les forces spirituelles qui agissent derrière les actions qui sont visibles. L'Afrique ne peut donc pas avoir été soumise si ce qui constitue le cœur même de l'Afrique n'a pas été soumis. Donc, aujourd'hui, on peut observer tout ce qui peut se passer en RCA, qui peut se passer au Tchad, qui peut se passer au Gabon, qui peut se passer partout, simplement parce qu'il n'y a qu'une seule cible qu'il faut soumettre. C'est-à-dire, il faut finir le travail que certains ont commencé, et ce travail, c'est de prendre le Cameroun. Et je dis qu'il n'y a que les esprits non encore matures, parfois même non initiés, qui ne comprennent pas souvent que les combats, je l'ai dit ici, les combats pour la vérité, les combats pour la justice sont des combats millénaires. C'est-à-dire sont des combats qui prennent du temps. C'est aussi la même chose avec l'agresseur. Il peut changer de forme, mais il ne change pas la nature de son combat. Et le Cameroun est à soumettre. Et le peuple camerounais doit savoir que malgré toute la diversion qui se fait autour, la cible, c'est le Cameroun. En raison de ce que ce pays représente, non seulement dans la spiritualité, mais dans l'histoire de l'Afrique et même dans le rôle qu'il a à jouer dans le nouveau monde qui est en cours de... Vous savez, aujourd'hui, l'agenda 2030 de l'Organisation des Nations Unies parle de la grande transformation du monde. Donc, s'il y a grande transformation, il y a un nouveau monde qui se prépare. Mais demandez-vous quel est le rôle que le Cameroun doit jouer dans ce nouveau monde. Et on commencera à expliquer ce qui se passe au Tchad. Effectivement, le directeur de publication a raison de le dire. Quand vous avez quelque chose de précieux, qu'est-ce que vous faites? C'est simplement de la sécurité autour de cette chose. Ceux qui ont de l'argent vont le garder dans les coffres forts, dans les banques. Ceux qui ont, je ne sais pas, de belles épouses trouvent les moyens de faire surveiller leur téléphone. Mais si vous étiez Dieu et que vous aviez un pays aussi stratégique comme le Cameroun, qu'est-ce que vous feriez? Vous lui fabriqueriez tout à côté un gendarme, c'est-à-dire qui a la responsabilité de le sécuriser. Et aujourd'hui, comment on doit voir la chose? On doit effectivement comprendre que le gendarme est à terre et donc que la chose qui est convoitée est exposée. Donc aujourd'hui, on n'est pas en train de parler de l'avenir du Tchad. On parle à la fois, c'est-à-dire de là où commence le problème, c'est-à-dire le Tchad, mais les Africains devraient comprendre aujourd'hui qu'on est dans ce qu'on appelle la dernière station avant l'enfer. C'est-à-dire que ça se joue maintenant au Tchad. C'est qu'une fois que ce sera bouclé au Tchad, si l'Afrique perd le combat, si nous perdons le combat au Tchad, nous perdons. L'Afrique, c'était le dernier bastion. Une fois que le Tchad tombe, on va entrer à Sion.
Une fois qu'on est à Sion, ça veut dire qu'on est au cœur même de ce qui est convoité depuis... Sion, c'est le Cameroun. Mais bien sûr. La terre promise. La terre promise. Alors donc vous êtes celui-là, Mais il y a des présidents qui vous ont commis des nouveaux livres. Même si on va commencer à contourner, on parle bien de terre promise. Rien ne se fait au hasard. La question maintenant qu'on peut se poser après cette analyse, ce regard, est-ce que la transition aujourd'hui qui existe, la transition de Mahamat Idriss Déby Itno peut donc rassurer et garantir la sécurité de ce sillon dont vous parlez, qui est le Cameroun? Non, un ne nous rassure pas. Parce que je dis encore aujourd'hui, et l'expert en parlait tout à l'heure, les conditions qui entourent la mort du président Déby restent encore pour nous un mystère. Ça veut dire qu'on n'a même pas encore déterminé et identifié l'adversaire. C'est-à-dire, quelle est la main qui a frappé? Et quand on a comme quelqu'un a dit, celui qui met sa main dans la même coupe que moi est allé me vendre. Donc aujourd'hui, on ne sait pas encore exactement, même autour du nouveau président du conseil militaire de transition, si la menace est écartée. Qu'est-ce qui nous fait croire que, je ne sais pas, il n'y aura pas un prolongement de ce qui est arrivé au président Déby? Il n'y aura pas une nouvelle frappe. Comment on peut faire... Ou alors une succession de frappes. Donc ce qu'on dit aujourd'hui est vrai. Il faudrait que, non seulement que le Cameroun participe de façon active à la stabilisation du Tchad, mais en même temps qu'on commence déjà, je ne sais pas, à recruter massivement parce que finalement, on est en état de guerre. Et cette fois-ci, ce ne sera plus une guerre, c'est-à-dire masquée comme l'ennemi a opéré jusqu'ici, mais on va être obligé à un moment donné d'aller au front. Ambroise, oui. J'étais très concentré lorsqu'il parlait parce qu'il a compris le problème. C'est-à-dire, il dit que Sion, c'est le Cameroun. Tout ce que vous voyez, on est en train de faire, on doit aboutir au Cameroun. Excuse-moi, Ambroise, s'il te plaît. Comment on fait pour attraper un lion? On ne peut pas aller l'attaquer dans la tanière. On commence juste à construire une clôture dans la savane. C'est-à-dire que c'est pour ça la technique de la chasse avec le feu qu'on décriait ici l'autre jour. On sait que le lion est au milieu de la savane, on allume les feux tout autour. Voilà. Et puis il sortira de son trou lui-même. Il sortira de son trou lui-même. Oui, très rapidement, on Tout a commencé avec ce que les uns et les autres ont masqué en appelant ce qui s'est passé en Libye. Là. Le nom est parti. L'opération... Non, j'ai oublié le nom. Oui, bon, poursuivez, on va comprendre. Qui a coûté la mort à Muammar Kadhafi? Le printemps arabe. C'est l'expression que je cherchais. Tout est parti parce que vous savez que Muammar Kadhafi, tout comme Idriss Déby Itno, le président Paul Biya avait une vision pour l'Afrique. Il voulait créer ce qu'on avait appelé les États-Unis d'Afrique. Et il fallait finir avec celui qui était comme le chef de proue. Le pionnier. Le président Paul Biya faisait partie? Non, je parle de Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi, on disait même qu'on devait créer une banque africaine dont le siège devait être à Yaoundé. Donc vous savez, vous connaissez encore, il parle de Sion. Si vous l'avez bien écouté, ça veut dire que le Cameroun faisait partie des pays où, voilà, dans la Sainte Trinité. On a fini avec le président Kadhafi et il fallait attaquer celui qui était comme le résistant. Et celui qui était comme le résistant n'était autre que Idriss Déby. Alors maintenant qu'il est frappé, qu'est-ce qu'on peut présager? Les deux ont permis de comprendre qu'en réalité, rien n'est sûr pour l'instant que nous pourrions préserver la stabilité du Tchad et la sous-région avec la transition qui vous partagez cet avis? Moi, je vais d'abord saluer la maturité du peuple tchadien. Depuis l'annonce du décès du président. C'est pas trop tôt? Oui, moi je vais saluer, c'est pas tôt. C'est pas tôt, c'est pas tôt. Et moi je vais continuer à leur dire que ne cédez pas comme les Libyens ont fait. Les Libyens ont gâté leur propre pays puisque c'est les Libyens qui ont tué leur propre leader et aujourd'hui la Libye est inconstructible. Il ne faudrait donc pas que tout le travail qui a été fait par Idriss Déby soit sapé. Donc il ne faudrait donc pas qu'il y ait l'ingérence d'une autre nation, je ne sais quoi. Le problème tchadien doit se régler avec les Tchadiens. Si le président
du Conseil militaire de transition n'est pas celui qui est aimé, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un dialogue au sein même, que ce soit l'opposition, qu'on associe l'opposition du Tchad, que les militaires s'asseyent et que ensemble, dans le calme et la sérénité, on trouve celui qui sera à la tête du Tchad et non l'ingérence de qui que ce soit. C'est la raison pour laquelle je vais encore saluer le président Paul Biya. Le président Paul Biya qui a réfléchi, qui a une longueur d'avance avant tout le monde, était le premier, je vais le dire ici, à reconnaître ce conseil militaire de transition. Et c'était stratégique. C'était très stratégique et le président Sassou Nguesso l'a emboîté le pas. Maintenant, je vois une lettre qui viendrait de la France avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Louis Le Drian, qui envoie également une autre. Il s'agresse. Je pense. Le président sera demain. Le président Paul Biya. Le président Macron sera là-bas, mais je pense que... Son porte-parole l'a confirmé. Voilà, mais je pense que la décision prise par le sage, qui est le chef de l'État Paul Biya, c'est pour que le Tchad, qui était un bras séculier, qui est controversé oui, par la classe politique. Pour ceux qui pensent que c'est controversé, moi, à mon humble avis, je pense que c'était une décision très stratégique du sage. Non, et je pense que les pères du chef de l'État dans la zone Afrique centrale doivent accompagner ce conseil militaire de transition pour que le Tchad ne soit pas en débandade comme les uns les autres. Il est normal justement que la classe politique ne soit pas d'accord avec cette transition. Hein. Aucune classe politique nationale ou bien internationale ne pourrait admettre cela parce que les politiques, eux, ils ont une autre lecture des choses. Il faut respecter la Constitution. Donc, on peut donc voir, Audrey, dans la décision du chef de l'État de reconnaître cette transition, une sagesse aussi. Une sorte de protection pour le Cameroun. À mon humble avis, non. Moi, j'ai un avis mitigé. Hein. Parce que si on s'en tient à ce qu'on traite le président Idriss Déby d'avoir été l'homme fort de la sous-région, tous ces qualificatifs-là, pourquoi bafouer son travail à moins de 24 heures? S'il a été l'homme fort du Tchad. Justement. Il a mis... S'il était apprécié, s'il était aimé, c'est ce que vous voulez dire. Il y a une constitution. Qu'est-ce que dit la constitution? Même 24 heures après son décès, tout change. On ne respecte pas déjà ce que lui, il a construit. Et dire qu'on doit saluer le gouvernement de transition, je ne sais pas trop. Non. François a dit quelque chose tout à l'heure. Est-ce que cette transition-là n'est vraiment pas aussi l'ennemi des Africains? On ne sait pas. On ne connaît pas de quoi il est mort. On ne connaît même pas quand est-ce qu'il est mort. Parce qu'il y a des dates qui se chevauchent. Là, on parle de dimanche, samedi, lundi, mardi. Il y a un flou qui est là. Et je pense qu'il faudrait déjà qu'on décèle la véritable cause de son décès. Et après, peut-être, qui sait, on peut saluer donc... on les appelait comment? La transition, là. Le conseil militaire de transition. Le conseil militaire de transition. Moi, personnellement, je trouve que on n'a pas respecté, non, on n'a pas respecté la mémoire du président Déby. Est-ce que oui, François, est-ce que on sort, on n'en a que 2 minutes. Hein, est-ce que la situation actuelle nous garantit la sécurité à la sous-région Afrique centrale, notamment avec ce nouveau leader, Mahamat, qui n'a que 37 ans. Il n'a pas beaucoup d'expérience. Il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, les situations géopolitiques nous imposent une certaine maturité dans les regards. Vous regardez ce qui fait que la Russie aujourd'hui devienne un grand pays respecté. Medvedev part, Poutine arrive parce que si c'était là le piège international, casser ce tandem, faire que Poutine ne soit pas au pouvoir pendant un temps et que celui qui suit la politique mise de développement et tous azimuts ne soit pas là pour qu'on attaque la Russie. Vous avez vu en Allemagne, Angela Merkel a fait un mandat de trop
parce qu'on a compris qu'elle était engagée dans des discussions, des négociations importantes, il fallait qu'elle continue. Je ne vois pas aujourd'hui Mahamat, qui a 37 ans, regarder le président Biya dans les yeux lorsqu'ils seront en réunion. Donc il y a dans des négociations non seulement la fonction que vous avez, mais votre prestance, votre personnalité qui compte. C'est pour cela que Déby ne serait peut-être pas mort, qu'il mettrait fin à ce qu'il a commencé. Mais ceux qui ont pris aujourd'hui, Macron sera là demain. Je suis sûr que le parterre des chefs d'État de la CEMAC ira là-bas parce que le président français sera là. Mais combien peuvent parler avec un président de 42, de 37 ans en regardant, j'ai accompagné certains chefs d'État dans des réunions stratégiques, mais les chefs d'État en Afrique suggèrent comme dans nos traditions. L'aîné reste l'aîné. Lorsqu'il a donné un point de vue, il ne peut pas être contredit. Donc, si vous êtes de Benjamin, vous n'aurez pas d'avis à donner. Est-ce que vous voulez dire, vous voulez dire ainsi que ce nouveau leader du Tchad est un risque en lui-même? C'est un risque, c'est aussi un avantage. Un avantage parce qu'il a été longtemps aux côtés du père et le conseil militaire qui est constitué a travaillé avec le père. Et la constitution est là. On aurait pu peut-être la mettre en œuvre, mais il n'y a que cette assemblée nationale n'était même plus... ça fait 10 ans qu'elle a été constituée. Et on voulait renouveler chaque fois, il n'y avait pas d'argent. Donc on pouvait dire, entre guillemets, qu'elle n'était plus en état de droit, même si la prorogation leur donnait ce droit. Donc il y avait beaucoup de choses à reconstruire, notamment dans ce mandat qui commence. Bon, maintenant, Idriss Déby même n'a pas pris le pouvoir à 50 ans. Il avait moins de 40 ans, je pense 38 ans. Donc, Kabila l'a pris à 35 ans. Tout ce qu'il faut, c'est d'avoir des hommes qui ont de l'expérience et qui ont une vision pour leur pays. Ce gars, je l'ai vu de près, il pense que c'est un humain. C'est un humain, c'est quelqu'un qui réfléchit. Et s'il a gardé les idées de son père, ces états de service montrent qu'il a la pointe. Voilà. S'il a gardé la vision de son père, il n'y a pas à craindre. Il n'y a pas à craindre. Moi, mon problème, c'est qu'il pourra être encadré. C'est un véritable challenge. Mais c'est un peu, on se comporte là comme un père qui, avant de mourir, décide de faire de son troisième fils le chef de famille et qu'après sa mort, on décide de prendre peut-être l'aîné et de faire de lui un chef de famille. Ça veut dire que ce que le père a dit, peut-être avant de mourir, n'était pas important, n'était pas bien vu ou alors n'a pas une portée sur ceux qui vont rester. C'est dans cette logique-là que moi je me place. S'il a accepté si la Constitution dit que en cas de vacances, c'est le président de l'Assemblée nationale, il a pensé à ça, mais son fils était déjà là, il pouvait bien dire que c'est le chef d'État d'armée. Rien ne nous garantit qu'il ne pensait pas non plus que... Oui, c'est vrai. Que ce soit plutôt le vice-président. La mort n'ayant pas été naturelle. Qui n'avait pas encore nommé. Rien ne nous dit que c'était ça. Je voulais dire que la mort n'ayant pas été naturelle. La mort n'ayant pas été naturelle et le type étant mort sur un terrain de guerre ou dans d'autres circonstances, je pense que pour éviter des troubles, c'était la meilleure décision de prendre d'abord de mettre des gens qui peuvent maîtriser la situation. Après, je vous dis que, en fait, je pense que les institutions vont reprendre la vie normale. Vous aussi mettre le président de l'Assemblée nationale et eh bien, on espère tout de même que toutes les solutions qui ont été prises, qui ont été mises en vigueur là-bas au Tchad, vont pouvoir permettre la sécurisation de notre pays, à nous, le Cameroun, et la sous-région d'Afrique centrale. Il faut aussi dire que le Tchad, ce n'est pas que la force de frappe, la force militaire. Le Tchad, c'est aussi des populations qui croupissent dans la misère. Le Tchad, c'est la société civile dont on parle très peu, parce qu'on ne voit le Tchad qu'en termes de gendarmes de l'Afrique, force d'interposition, armement, puissance de feu. Mais on ne voit pas ces populations tchadiennes qui fuient la misère parfois pour se retrouver dans notre pays. Parce que le Cameroun est devenu l'Eldorado pour beaucoup de Tchadiens du fait de la situation socio-économique à l'ère de Idriss Déby. Alors ce volet-là, il faut aussi regarder. C'est la fin de cette émission. Ambroise, c'est fini. Ambroise, dites vite, c'est fini. Il ne faut pas qu'on nous chasse de l'antenne. De la zone du lac Tchad peuvent dormir tranquille et non pas gloire de s'inquiéter. Oui. Je pense qu'on doit travailler avec ce jeune homme. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci François. Beaucoup d'être venu. C'est un plaisir.
Merci pour votre... Avec la jeune Merci pour votre, consoeur qui est... pour qui a votre beaucoup éclairage. d'avenir, hein. Merci pour votre éclairage. Merci Audrey. Merci à vous, Jessica. La jeune Audrey qui n'est pas si jeune. Et jeune aux dents longues. Merci Ambroise. Merci, Merci François, un autre François. Ouais, Monsieur. moi, je retourne à la réunion des lions qui a lieu ce soir et il y aura quelques zèbres et quelques girafes. J'espère que vous allez inviter le nouveau Zomlo du Tchad à votre réunion pour qu'il y ait plus de sagesse. Merci beaucoup d'être venu. On vous a dit c'est le rendez-vous du talk et du show. Les grands chroniqueurs de BNews One se retrouvent pour poser leur regard sur les faits d'actualité, les sujets d'intérêt général. Nous y étions et nous y serons demain quand il sera 10h. Mais ne manquez pas les rendez-vous de ce jour. L'information, c'est tout à l'heure et puis le soir, Obama Time avec Ernest Obama. Au revoir.